Un mec en collant qui balance des toiles, une demoiselle souvent en détresse et des méchants pas très gentils. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui on célèbre les 20 ans de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et on recevra également Fabio et Stéphane de la chaîne Chronique Fiction. Donc voilà, c'est un plaisir de les recevoir aujourd'hui et c'est une émission bien sûr un petit peu particulière puisque nous accueillons pour la première fois sur ce plateau dans Allociné l'émission Joe Hume. Bonjour Joe. Bonjour. Comment Merci tu vas? de me recevoir pour la première fois, je suis ravi d'être là. Voilà. Écoute, c'est un plaisir. Spider-Man au cinéma, c'est un truc qui te parle particulièrement. On sait que les super-héros, c'est déjà un truc, donc... Je fais partie des vieilles personnes qui ont vu le premier opus de Sam Raimi en salle. Et je me souviens de la claque vraiment que ça a été pour moi à l'époque, qui était gros consommateur de comics et d'adaptations cinématographiques d'histoires de super-héros. Mais c'est la première fois que je me suis retrouvé devant vraiment un film... Qui pour moi retranscrivait aussi bien l'essence d'un personnage papier sur grand écran, en live action comme on dit aujourd'hui. Donc non, vraiment une partie importante de ma culture ciné que le Spider-Man de Sam Raimi. Ce sera donc le sujet de notre émission et du Ça parle de tout à l'heure. Je suis obligé de saluer bien sûr Mégane. Comment ça va Mégane? Ça va très bien, merci. Je suis bien obligée. sûr. Je peux partir, sinon Comment faire pour ne pas la présenter? Ça moi, va je suis Mégane? pas obligée d'être là, donc je peux partir si tu veux. Ça va très bien, merci. Ça va bien. Et toi, ça va? Écoute, moi, on me demande jamais, c'est vrai. Mais C'est vrai, écoute, on te demande jamais. Ça va. Je voulais te demander, évidemment, Oui. le journal des sorties. Oui. Est-ce que c'est un journal dodu aujourd'hui? Dodu au niveau des incontournables, et après dans le sinon, c'est plus light. Ok. Voilà, donc Donc il faut te laisser du temps à la fin. un petit peu quand même, s'il vous plaît. Un petit peu pour pas faire Merci. ça. En courant, toujours de la rédaction Le Ciné, Max est avec nous. Comment ça va, Max? Ça va et toi? Ben écoute, ça va bien. Même question au niveau des news. Alors c'est pas la folie. C'est pas la Donc folie. a priori on devrait avoir du temps pour Mégane à la fin, sauf si on mord un peu trop sur Spider-Man. Sans mauvais jeu de mots sur araignée, morsure d'ailleurs, Yes. je me rends compte maintenant. T'as vu ça? On appelle le jeu de mots humain. Le jeu de mots humains. Évidemment, quand on parle de comics, Nanix était avec nous sur le stream. Comment ça va, Nanix? Ça va très bien, on va parler de super-héros auxquels j'ai beaucoup d'attaches. Et on va parler d'une trilogie qui est très importante, même si un petit peu en off, on s'est un peu frité sur cette trilogie. Je sais qu'il y aura du sang sur ce plateau à un moment donné. Voilà. Écoute, merci de ce teasing, Nanix. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les news. Ça tourne. Et on commence ce tour de news avec une suite inattendue. Oui, alors la semaine dernière on parlait de la suite de Joker, qui était déjà assez inattendue. Encore plus inattendue, en fait on a appris côté série que HBO était en train de développer une suite de Game of Thrones. Ah. Voilà. On a tous eu cette Une réaction. suite directe, on est bien d'accord, c'est ni un préquel, ni un spin-off et tout. Alors là, de ce qu'ils annoncent, c'est une suite. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails. C'est vrai que ce serait pas techniquement pas une saison 9, même si ça se passerait après la fin de la saison 8. Et en fait, on se serait focalisé uniquement sur Jon Snow. Donc on est à la fois entre la suite et le spin-off. Ouais. Et si jamais ils suivent vraiment la série de HBO, en fait, on aurait Jon Snow qui est exilé de Westeros et qui est lancé dans un voyage aux côtés des Sauvageons pour une nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui nous serait donc racontée dans une série qui, pour l'instant, je le précise, est en développement, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle va voir le jour, et ce qui ne veut pas forcément dire que Kit Harington sera là. En fait, pour l'instant, il est attaché au rôle si jamais la série est commandée, ce qui n'est pas encore fait. Mais voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles disant va y avoir une suite, il va revenir. Non, c'est en développement, comme il y a beaucoup de séries qui sont en développement. Comme il y a eu le premier, par exemple, la première version de Game of Thrones qui était en développement, il y a eu un pilote qui a été tourné, c'était une catastrophe. La série a failli ne jamais voir le jour. Ah oui, Dans le de deux Game of Thrones même. Ouais, Il y a eu un spin-off aussi avec Naomi Watts qui a été complètement jeté à la poubelle. Ouais, exactement. Donc en fait, qu'une série soit en développement ne veut pas forcément dire qu'elle sera commandée. C'est juste que des fois, HBO place un peu ses pions pour ne pas lâcher l'affaire sur Game of Thrones qui on sent, ils ont du mal à la remplacer. Alors, question évidemment, est-ce que d'après vous c'est une bonne idée, Joe? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'en sais rien. En fait, à partir du moment où la série de base, c'est de toute façon tellement déjà écarté, si tu veux, du matériau de base qui est la saga littéraire, je pense qu'ils peuvent un petit peu partir où ils le souhaitent. En revanche, j'imagine que le succès ou non du spin-off sur les Targaryens, là, va très probablement influer sur l'existence de cette suite ou pas. Est-ce que les gens ont encore une appétence pour cet univers en série? En fait, j'ai l'impression que la fin de la série originale a tellement divisé que c'est quand même extrêmement casse-gueule d'enchaîner derrière cette saison 8 qui a cristallisé tant d'avis diamétralement opposés
que en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de patate chaude où tu sais pas si t'embarquer là-dedans, c'est une malédiction ou c'est un peu comme Star Wars d'une certaine manière. Ouais, et puis ce qui marchait dans Game of Thrones aussi, c'était pas juste un personnage, c'était vraiment tous les personnages. Et j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui a fait ce parallèle que je trouve assez drôle. En fait, il a dit bah ouais, c'est un peu comme si tu prenais Friends et que la série qui arrive, là, ce serait Joey. C'est-à-dire que. Voilà. Et on sait Allez hop là. Ah non, mais c'est ça. Ça tire sur l'ambulance. Ça a duré longtemps, mais c'est vrai que Joey, c'était vraiment C'est dur. Friends où tu avais enlevé tous les autres personnages Tous les autres, et tu ouais. regardais juste les vannes de Joey. Tu dis, mais ça marche pas si t'as pas ce qu'il y a autour. Et j'ai Et- peur que ça, ce Ouais, mais soit après, pareil. ça n'empêche pas qu'il y ait des petits pop-up Oui, bah oui, je pense d'Arya, qu'ils vont- ils de vont faire en Sansa, sorte que etc. tout le Et monde d'ailleurs, apparaisse. ça aurait été plus intéressant, je pense, de faire un spin-off sur Arya, mais bon, ce n'est que mon avis. Ah, j'ai vu passer un truc aussi autour de ça, rumeur. Alors, ça, Non, c'était de la rumeur, démenti. hein, Ouais. c'est du Ça, je suis fake. hein, d'accord. ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, je suis surpris du timing. C'est-à-dire que mettre en avant, alors on espère que l'acteur sera là, sinon ça n'a aucun intérêt, mais mettre en avant la suite des aventures quelque part de Jon Snow, c'est un peu aussi comme ça que j'ai l'impression que le truc va être teasé un peu plus tard. J'aurais plutôt vu ça après la série, plutôt que après un préquel qui débarque après la série de base. Je trouve ça très curieux le choix de raconter ce qui s'est passé avant et de revenir un peu plus tard ce qui s'est passé par la suite. Très bizarre. Après, peut-être que Kit Harington était complètement fermé à l'idée de continuer. Est-ce que tu sentais que Il tout avait c'était dit, la hein. fin de quelque chose et que là, maintenant, il dit bah pourquoi pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être Si mon qu'ils ont personnage avec ça. chez Marvel n'est pas suffisamment utilisé, je suis chaud. Il a pas eu d'appel de Marvel. Il fait ouais, je suis dispo. En fait, moi, le problème principal que je vois, c'est que la série principale, Game of Thrones, a commencé à chuter en termes de critiques à partir du moment où ils ont dépassé les écrits, les livres, et où ils ont dû adapter un petit peu comme ils voulaient. On l'a vu, les dialogues étaient beaucoup moins ciselés, les rôles des personnages beaucoup plus caricaturaux, etc. Et sans parler des problèmes De timeline De timeline, temps. merci. Ouais, ça allait trop Donc, vite. du coup, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est de me dire, bah, la suite de Jon Snow, pourquoi pas en l'état, mais si c'est pour avoir plutôt la fin les saisons de fin de Game of Thrones, c'est pas forcément ce qui est le plus hypant. Contrairement, Après, on n'est pas obligé de reprendre les showrunners de Game of Thrones. Hein. On peut avoir Non, bien sûr, des, même eux, des nouveaux ils sont talents passés à autre plus chose. adaptés. Ils seront passés vraiment. Je suis pas sûr que eux, ils. Je pense pas qu'ils aient envie. Ouais. Sinon, ils auraient été mentionnés, je pense. Oui. Là, c'est que. Et en plus, c'est ce qu'ils sont. Ils étaient censés embrayer sur un projet Star Wars qui finalement a été annulé. Oui, Enfin, ils sont je partis sais Ils même pas si eux sont partis encore chez Netflix. Non, je pense Ouais. qu'ils vont peut-être se rabattre sur quelque chose de plus C'est pas petit. eux d'ailleurs qui adaptent le problème à 3 corps. Ça doit être ça, voilà. Je crois qu'ils ont déjà un gros bébé Voilà. à faire. Donc, et donc, contrairement à cette série qui ne serait pas étirée de bouquins, celle qui arrive, House of The Dragons, pardon. Dragon, sans S. Il n'y a pas de S Bah, Non. pour l'instant, il y aura qu'un seul dragon. Oui, Voilà. oui. Enfin, bon, sinon, c'est qu'il y en a plein qui se battent dedans. Oui. Mais donc, ça, c'est tiré de bouquins et ça arrive quand? Ça arrive très 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 bientôt, ça arrive le 21 août sur HBO et donc dès le 22 août sur OCS qui diffusera les épisodes le lendemain de leur diffusion américaine. Comme en fait ils faisaient sur Game of et Thrones. ils feront. On est d'accord ça en que c'est le simultané. méchant de Blade 2 là sur la photo. C'est vrai, non, de Hellboy 2, Oui, Hellboy Hellboy 2, oui, pardon. effectivement. Ah, il y a En un vrai, peu c'est ça, ouais. Del Toro. Un peu le C'est aussi celui de Morbius. Non, c'est- Ah oui, c'est surtout- alors oui. C'est surtout Doctor Who à la base. La seule chose à garder du film. Alors C'est surtout que- l'un des meilleurs Doctor Who aussi. On peut vraiment insister sur les choses bien quoi. Alors qu'un sondage s'affiche sur votre écran pour savoir si une série sur Jon Snow, vous êtes oublié. pour, vous êtes contre ou vous n'en savez rien parce que Jon Snow, évidemment. Oh, et c'est yes. cette réponse-là, hein. 46% pour Pas mal. ça. Du coup, quand même, sur le pour-contre, on est quand même plus sur du contre, hein. Ah 20 contre 30. Ouais. Marrant. Une série Euh, sur Arya. Ce serait plus intéressant. donc C'est quoi, voilà. il aurait fallu faire ce sondage, je t'ai dit, à la fin de la série, savoir sur quel spin-off vous souhaiteriez, quel spin-off vous souhaiteriez avoir. Est-ce que vous voulez une suite avec Jon Snow, un spin-off sur Arya, ou savoir ce qui s'est passé avec les Targaryens avant la... Je crois que les Targaryens c'était déjà très plébiscité. Ouais. Bah, Ouais, oui, hein. c'était oui, vrai. oui, oui. Et Ah, très bien. surtout que le spin-off qui a été annulé, celui avec Naomi Watts dont parlait tout à l'heure Megan, sur le papier, moi c'était celui qui me donnait le plus envie. C'était l'origine du Roi de la Nuit. Des milliers Ouais, d'années avant ouais. la première grande bataille. Donc ça, c'est, tu vois, mais Ça je avait pense que l'air vu le super flop intéressant. du Roi de la Nuit, ils ont préféré. En plus, c'est con parce qu'il y avait la co-scénariste de X-Men Le Commencement, il y avait et de Kick-Ass, il y avait plein de personnes talentueuses à bord, mais ça Dommage, ça. n'a pas abouti. On enchaîne maintenant avec une autre histoire, mais de mythologie. Exactement, du côté de Disney, puisque si... Est-ce que ça vous manque un peu des nouveaux Disney en live? Non, Vous vous dites qu'il n'y en a pas assez. Parce que bon, On va Question faire un piège. sondage. en Quelle septembre, question piège. il y aura donc Pinocchio de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, puis nous aurons Peter Pan et Wendy de David Lowery, le réalisateur de The Green Knight. Nous aurons également ensuite La Petite Sirène, et il y a d'autres films en développement, dont, on l'a appris récemment, Hercule. Hercule. Voilà, Hercule, le film de 1997, donc qui adapté de la mythologie grecque, qui avait droit Déjà à le un film film avec The d'animation. Rock.
Exactement. Il était quand même un chef-d'œuvre, Avec excusez-moi. Keanu Lutz aussi, Je sais on pas en parle pourquoi, beaucoup. Le réalisateur est déjà passé par des Disney en live ou Exactement, puisque donc on a appris non seulement qu'il y aurait un projet, mais en plus qui le réaliserait. C'est Guy Ritchie qui avait réalisé notamment Aladdin et Aladdin, qui ouais. définitivement a l'air d'avoir lâché l'affaire avec le cinéma, puisque là, il s'est dit pourquoi est-ce que je m'embête à faire des choses qui au moins sortent de l'ordinaire, quitte à ce que ça marche pas, parce que je peux ne rien foutre et que ça marche, puisque Aladdin avait fait plus de 1 milliard de dollars de recettes Ah oui. au box-office Ah mondial. ouais. Ouais, bah, Après, l'avantage, c'est qu'Hercule, c'est quand même un dessin animé, entre guillemets, oublié. C'est-à-dire que c'est un dessin animé qui date. Oh, Comment non, ça, oublié ouais, non, je suis le. Comment ça, oublié, Hop Hercule? là, il a mis les pieds dans le. Excuse-moi, non, Excuse-moi, excuse-moi, dans le pédiluve, là. Excuse-nous, Allez. Memento. Non, je vais aller. Quand je dis oublié, c'est pas Hercule. Alors, ça fait c'est là où pas ça- le- c'est pas vrai, le c'est pas le Roi Roi Lion, Lion, d'accord. ou c'est pas, c'est un Voilà, plutôt ça date. mineur que. Non, Hercule, c'est je peut-être suis ça que ça veut désolée, dire. Hercule, Essaie de le sortir de la panade. mais- Et oui, ça date. Et quand tu regardes les... On va pas être copains sur cette Non, émission, pas, je le pas, sens. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais non, pour aller dans ton sens, il Merci. est quand même un petit peu délicat J'en ai comme film à certains endroits. C'est-à-dire qu'il est pas très 2022, quoi. Ouais, déjà. Et puis, oui. Ça, alors- ça se change. Hein. Oui, voilà. Ça se Justement, modernise. mais C'est-à-dire, le satire, tu peux arriver à faire quelque chose avec. il n'y a pas que ça. Mais oui. Alors, Guy Ritchie. Ouais. Ouais, Non, alors, c'était pas lui que j'appelais le Ah oui, satire. voilà, c'est ça. le roi Arthur, du coup. Voilà, pauvre Arthur. Donc les films action Disney, pareil, sondage, hein, ce que j'adore, moi j'en veux pas, ou nanana, j'entends rien. Il sortira au cinéma, celui-là, on sait pas. Alors ça, on pour sait pas l'instant. encore, parce que c'est vrai que Pinocchio, c'est Disney+, Peter dommage. Pan et Wendy, c'est Disney+, La Petite Sirène, a priori, pour le moment, c'est encore au cinéma, mais ça peut bouger. Ça, on Mais sait que peut-être ça, pas en France. on sait que ça va très vite. Peut-être pas en France non plus. Donc c'est la deuxième partie de la question. Ouais. Après, Hercule, ouais, non, on a ni casting, ni date de sortie. On ne sait pas si ce sera au cinéma ou sur Disney+. Moi, j'espère qu'ils vont quand même garder le cœur des muses, parce que voilà, c'était quand même en mode gospel, c'était quand même super sympa. Bah oui. Quitte à refaire le film, autant garder vraiment C'est les ce qu'ils ingrédients en faisaient, principaux les plus réussis. Question, vous verriez qui pour jouer Hercule du coup Ah bah. Cette idée là, vous avez un casting bonne en tête, question. un truc Moi, T'allais j'en- dire, ah bah, Chris bah. Hemsworth. moi, non, mais j'en avais deux, mais ils sont trop vieux. Effectivement, Chris Hemsworth, c'était pile son délire, mais il y a 15-20 ans. Et Channing Tatum, pareil, il collait bien au rôle, mais il y a 15-20 ans. Là, les acteurs sont un peu trop vieux. Pareil, même Glenn Powell, qui est dans Top Gun, il est trop vieux. Il est trop vieux. Il fait pas il vieux, en tout a cas. 35 ans. Il était en Expendables 3 Ah déjà il y a ouais. 10 ans. Donc, tu vois, Moi, je pense que Tom Cruise peut Ah ouais. bien sûr, et il peut également réaliser. Ils peuvent tout faire. Le pire, c'est que j'ai pensé instantanément à Brad Pitt, puisqu'on se souvient Ouais. de 3, mais pareil, Ah oui, non, mais les années là, sont passées. Quoi. oui. Ah oui, non, Ouais, c'est que Channing Tatum est trop vieux. Le truc, c'est que je pense souvent à lui, parce qu'il avait joué dans la série, je crois, à l'époque. Kevin Maintenant, il- Sorbo Non, maintenant il est vieux et puis il n'a pas la carrure. J'allais dire Ryan Gosling. Mais ça Ah va. oui, il avait joué Ah, dans le jeu Il, a- d'Hercule. il avait joué dans la série le jeune Hercule, mais Ouais. aujourd'hui, je sais pas. Ah, il est Après, trop j'ai vieux. vu- Puis j'ai après, vu- On j'ai est d'accord que c'est un Hercule, enfin, dans le Disney, c'est un Hercule un petit peu, bah, c'est second degré, un peu. Mais là, Chris ouais. Hemsworth, clairement. Après, Chris Hemsworth, encore. j'ai vu la photo comme vous tous, je pense, de Ryan Gosling en Ken. Pourquoi pas? Ouais, c'est Ah oui. Du Ouais. coup, pourquoi pas? Mais, Regardez-moi il est ce trop vieux, là petit aussi. agneau là. Ah. Non, mais en vrai, moi, je l'ai découvert là-dedans. Ah oui, Ryan Gosling. pareil, je le Quand je l'ai connaissais, vu arriver voilà. au cinéma, j'ai fait, mais c'est le mec de Hercule. Exact, voilà, Voilà, c'est ça. on nous dit sur le chat Chris Evans, Ouais, trop vieux. Oh, trop vieux. Henry Cavill, Jason Non. Momoa, Ils Non. Henri Cavill il a fait Les Immortels, c'est pareil. Zac déjà. Efron, Ah, Zac Efron il y a des éventuellement. Pratt, Ah Zac non, Efron, pas de Chris Pratt, non. c'est bon, Skarsgård. là. Mais pareil. Non, hein. trop Ah, vieux. le ouais, vieux. Zac Efron, ce qui risque de lui arriver, c'est qu'on va dire, on Zac voudrait un Efron, acteur dans le style Zac Efron, mais on va pas le prendre lui. Quelqu'un qui lui ressemble. Et sinon, on proposait Patrick Timsit pour le petit satire. Mais yes, Oui, bien alors sûr. ça, bien sûr, évidemment. Ça, c'est normal. Sûr. Salut, c'était Ou Danny DeVito en VO. Ou Danny DeVito en VO. Ouais. On termine. Qui ça Oula. Ah Ah, oui. Billy de Oui. Stranger Mais Ça, en c'est fait, très c'est bien, qu'il a ça. des faux airs de C'est Zac vrai. Efron. Attends, Billy, Très c'est bien, le ça. frère de. Ouais, frère- Ah oui, Ouais. ah oui. C'est très Ah bien. oui, il est bien, ouais. C'est vrai que Bravo, dans très Power bonne idée. Rangers, Et dans Elvis là. ouais, il Dans faisait Power un- Rangers, Très bonne ouais. idée, il faisait un peu le Zac Efron Très, du très pauvre. bonne idée. ça peut Ouais, ouais. coller. J'avoue. Je les confonds tous les deux, ils se ressemblent. C'est bah ouais, totalement. Faut appeler Guy Ah Ritchie. bah ouais, c'est vrai qu'il a un peu la. Zac Efron. Ouais, c'est Ouais, pas c'est mal. vrai. que- un Pas peu mal. la Il y a un Même là en plus avec le torse Il a luisant. déjà des cheveux. Il a déjà Ouais, des il a un cheveux. côté. Ah, c'est- mais bien joué, Paul. Hein, je Très pense bonne que idée. Tu fais l'unanimité. Vu. On termine en restant dans l'animation, Max. Oui, C'est news. avec un tout petit bilan du festival d'Annecy, donc le festival du film d'animation d'Annecy, qui s'est clôturé ce week-end. C'était les 60 ans de ce festival qui est vraiment très prisé, aussi bien en France que dans le monde. Et là, c'était leur anniversaire, mais contrairement à ce qui se fait d'habitude, c'est eux qui faisaient les cadeaux, parce qu'il y a eu pas mal de choses très marquantes, notamment la présentation, pas forcément des premières images, mais de beaucoup d'images de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Spider-Man New Generation, qui vraiment, de ce que notre collègue Clément nous a dit, c'était absolument fabuleux, et j'ai d'autres échos qui disent exactement ça. On a Tu en doutes
Pas du tout. Ouais, non, c'est ça, Ah non, non, mais Ah non. je me dis, voilà, on attendait au moins qu'ils nous disent ça. Ouais. Et de ce qui en est ressorti, puisqu'ils ont communiqué un petit peu sur les réseaux sociaux, il y aura parmi les méchants un personnage qui s'appellera The Spot, qui sera doublé par Jason Schwartzman, donc l'un des acteurs fétiches de Wes Anderson, qui est un super acteur qui jouait aussi dans Scott Pilgrim. Donc déjà, tu te dis, on part encore plus avec des bons points. Il y a aussi eu la présentation des premières images de Avalonia, le prochain Disney de Noël qui ne sortira pas en salle en France. On en avait parlé la semaine dernière. Il y a eu les images d'une série d'animation qui s'appellera Baymax, qui est un dérivé des nouveaux héros. Donc toujours là, c'est attendu sur Disney+. On le sait, ce sera au mois de novembre. Et on a eu la présentation des Minions 2 qui faisait l'ouverture et qui sortira bientôt en France. Et on a eu la présentation, donc là encore du film en entier, de Buzz l'éclair, dont on va parler dans quelques minutes, puisque le film sort demain. Oui, donc il sera dans le journal des sorties Tout à fait. tout à l'heure. Il y avait aussi une compétition. Oui, parce qu'en fait, voilà, donc il y a des avant-premières, il y a ce qu'on appelle des panels en fait où ils présentent un petit peu, c'est des work in progress, c'est-à-dire ils te montrent un petit peu ce qu'ils ont sur un film, Spider-Man notamment. Mais il y a aussi une compétition, et là, donc le Grand Prix qui s'appelle le Cristal du long métrage a été remis à un film très chouette que j'avais vu à Cannes, qui s'appelle Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui n'est pas vraiment une adaptation animée du Petit Nicolas. C'est à la fois une histoire sur Sampé et Goscinny, les auteurs, donc qui sont doublés par Alain Chabat et Laurent Lafitte, sur comment ils ont créé, comment ils ont puisé dans leur enfance et leur personnalité pour créer ce héros, et parfois quelques pages, quelques histoires de leurs livres en fait qui prennent vie en animation. C'est un film très très sympathique et qui a énormément plu à Annecy. Pareil, tous les échos que j'ai vus étaient très enthousiaste, et du coup ça a plu aussi au jury qui lui a remis ce Grand Prix, et le film donc sortira le 12 octobre, donc on en reparlera à ce moment-là. Écoute, merci beaucoup. Sur l'animation, ou plus généralement ce Spider-Man, c'est quelque chose qui est très attendu. Ah bah oui. Pas- Oui. Ouais, on est tous d'accord. Ah bah oui, Le oui. Spider-Man, Ah bah oui. oui. Bien sûr. Le premier. Et on n'est pas là pour dire non, donc c'est pour ça. Non, mais, Ouais, non, mais c'est bon. le premier, c'est un ovni dans le sens où moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit raté. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit Ouais. aussi bien. Ouais. Le film est bien. Je Je, pense crois que qu'en plus, l'année où il sort, c'est quasiment le meilleur produit qui sort de Marvel. Enfin, C'est voilà. 2018, c'est l'année Voilà. de Infinity War, mais il était clairement au-dessus. Parce que, en fait, on en avait vu visuellement, on s'est dit ça va être assez fou avec ces images qui ressemblent un petit peu au comic book, même avec les défauts d'impression. Tu te dis ça va être super chouette. Mais narrativement, c'était vraiment un film sur Spider-Man, et tu sens que les mecs ont tout compris. Tu vois, moi à l'époque, j'avais été voir Les Indestructibles 2. Oui, c'était la même année, t'as raison. Et je me suis dit, mais comment est-ce que il peut ne pas. Enfin, comment ça se fait qu'il n'ait pas l'Oscar? Et après la cérémonie, donc, où il y a eu Spider-Man New la Generation. récompense, j'ai pu voir Spider-Man et tu fais, ah ben non, c'est évident. Bah oui. Eh oui. Qu'est-ce que tout ce que fait Indestructible 2, il le fait très bien, mais il le fait tel qu'on s'y attend. Et là où ce Spider-Man est incroyable, c'est qu'il est ultra dans son temps et un vrai précurseur de l'animation et de l'explosion de l'animation. Ouais, Et même- c'est aussi puis c'est le film qui a fait se dire à Marvel, dis donc le multivers là. C'est sympa. Ouais, c'est ça. C'est un concept qui pourrait nous rapporter Parce que- du pognon éventuellement. Parce que c'était assez rigolo quand justement les premières infos ont commencé à circuler sur No Way Home. Il y avait l'un des co-scénaristes, donc qui est l'un des réalisateurs de 21 Jump Street et sa suite, Tout va bien. Ouais. dit bah c'est marrant parce qu'il y a quelques années Marvel on leur avait pitché une réunion des 3 acteurs parce qu'en fait ils devaient apparaître tous dans une scène post-générique en fait vocalement. Ils nous avaient dit c'est trop tôt pour ça. Ils ont dit apparemment c'est plus trop tôt. Donc il y a ça qui va être important, et moi ce que je me demande c'est aussi le box-office du film, parce qu'en fait Spider-Man New Generation a bien marché, mais par rapport à un film de super-héros c'est Non, quand même assez réduit. Maintenant, avec toute l'aura qu'il a acquise grâce aux éditions vidéo, grâce aux diffusions télé, plus le fait que No Way Home l'a remis en lumière, je me dis, il a tout pour cartonner. Le Si en capital plus, il est aussi sympathie bien vraiment auprès de la. Ah ouais, auprès bien sûr. enfin, tu vois, sur Internet, c'est le chouchou de tout le monde. Oui, Ouais, bien sûr. le film il sera attendu. Et puis moi perso, il y a un personnage qu'ils ont présenté qui est un des personnages de l'univers Spider-Man que je kiffe le plus, c'est Spider-Man de B99. Ouais. Donc Miguel O'Hara. Et déjà dans le comics, bon, il a une signature, un dessin qui est assez prégnant. Et la façon dont il est du coup recréé dans la bande-annonce, on le voit quelques secondes. Hein. J'ai déjà hâte de l'ordre. Il y a surtout un truc qui a l'air fou en fait dans le film, c'est que donc, cette fois-ci, c'est plus les autres qui arrivent chez Miles Morales, mais c'est Miles Morales qui Qui va dans les Qui va autres sur dans les les autres autres. dimensions. Et ce qu'ils annoncent, Ce que Strange a raté. mais voilà, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez insisté dessus en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'ils ont annoncé, c'est que chaque dimension aura son propre style d'animation. C'est ce Et que tu te Strange a dis, raté. ça. Alors il n'y avait pas Ça, c'est pas d'animation. vrai. Ça, c'est pas vrai. La Ouais. petite séquence où il passe dans tous les trucs, Ouais. c'était plutôt C'est- réussi. Ils auraient dû insister plus là-dessus, je suis Ça dure- d'accord. Oui, Ah, on aurait dû en secondes. voir plus. Voilà. Je suis d'accord. Mais en tout cas, ouais, si jamais ils vont au bout de leur délire et que c'est vraiment novateur et tout en gardant vraiment l'essence de Spider-Man, ça peut être mais incroyable.
À la décharge de Stretch, monsieur, c'est plus facile en film d'animation. Voilà. Ouais, aussi. Donc voilà, tout ça pour résumer, c'est qu'on l'attend énormément. Ouais, mais d'ailleurs, le premier, si vous voulez le rattraper, il débarque le 30 juin sur Netflix. Ah bah, parfait. Et hop là, Ah. une excuse. Et, Très bonne nouvelle. surtout qu'en plus, le suivant sortira qu'au mois de mai, donc va falloir patienter. Il y a un peu de temps. Je vous propose d'enchaîner et de recevoir nos invités Fabio et Stéphane. Retour en plateau avec nos invités de Chronique Fiction, Fabio et Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour, messieurs, dames. Un plaisir Bonjour. de vous avoir sur le plateau. Fabio, je m'adressais à toi pour commencer. Tu es co-créateur de la chaîne donc, Chronique Fiction. Tu dis Chronique Fiction ou Chronique Fiction? Chronique fiction. Ouais, c'est mieux. Mm. Ah, on avait ce débat sur On était en Spider-Man. train de faire des accents et tout ça. Donc tu as lancé ça avec Mike, si je ne dis pas de Tout à bêtises. fait. Tu es réalisateur toi-même de fiction et passionné de cinéma. Jusque-là, la présentation, ça va? C'est à peu près juste. Ouais. C'est à peu près juste. Stéphane Godin. Oui. Alors, c'est pas Stéphane, c'est Stéphane. Ouais, j'ai un homonyme dans le métier, donc Stéphane, on sait que c'est moi. Voilà. Ok. Tu es comédien et on t'a vu notamment dans Le Chant du Loup ou J'accuse. Et également dans la série Le Bureau des légendes. Ouais, Mais en l'occurrence, là, c'est le coroner qui est avec nous aujourd'hui. absolument. Donc voilà, c'est un plaisir de vous avoir, comme je disais, sur ce plateau. Chronique Fiction, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube qui parle de cinéma à travers des chroniques tournées comme de la fiction. Déjà 2 formats et 2 personnages. Le coroner, si présent. Et on avait reçu sur ce plateau Jean-Luc Guizonne, qui est donc l'avocat, qui lui prend la défense de divers antagonistes criminels. Je te laisse, Stéphane, peut-être présenter le coroner. Oui, alors le coroner, c'est un personnage de fiction, c'est un légiste, mais un légiste un peu spécial, dans la mesure où il n'a pas une tenue de légiste français. Ou, voilà, c'est un personnage de fiction qui a été créé par Fabio et Mike. Donc, il a un costume assez précis, et à chaque fois qu'il a un corps à autopsier, qu'il a un cadavre devant lui, ce cadavre lui fait penser à une mort célèbre au cinéma, ou une mort qui a été iconique, une mort qui, et il va le développer en voix off, quelque chose qui a apporté quelque chose au cinéma, à la télévision, au manga, quelque chose de différent, quelque chose qui a fait que cette mort a été marquante. Le but, c'est pas de parler des morts, parce que ça, il y en a un paquet, mais celles qui ont représenté et qui ont voulu dire quelque chose dans l'univers du cinéma, de la télé, du manga. Alors, il y a un livre qui est sorti, un livre qui sort d'ailleurs sur le coroner. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Fabio? Oui, bien sûr, c'est un livre qui est sorti pour Noël. Sur les coroners, on a voulu offrir une expérience du coroner différente, donc c'est pas juste les épisodes retranscrits en livre, c'est vraiment les épisodes remis au format de dossier d'autopsie. Donc vous avez devant vous le vrai dossier d'autopsie de Tony Montana, de June Coffey, Pas etc. le nôtre, hein. Oui. Voilà, où on a revu sous forme visuelle les narrations du coroner pour voilà, aller sur ce format avec quelque chose qui soit adapté au papier. Et c'est un très beau livre. Enfin, en tout cas, on est assez Il n'y a pas fiers. que ça d'ailleurs dans le livre, pardon, hein, Fabio, tu le sais. Il y a toute la genèse du coroner, c'est-à-dire leur parcours à eux, tout ce qu'ils ont, comment ils m'ont trouvé, entre guillemets, la recherche, le casting, les costumes, comment ils sont arrivés au costume définitif. Il y a vraiment toute la genèse du coroner, de leur idée de départ jusqu'à la fin, jusqu'à l'exploitation des épisodes. Alors, ça m'offre une transition parfaite parce que j'allais demander justement, Chronique Fiction, l'idée, elle vient d'où? Ça se passe comment? Si on peut un peu revenir dessus. Bien sûr. Alors, avec Mike, qui est également donc réalisateur, on avait fait un court-métrage en commun il y a quelques années, un court-métrage de genre qui a été primé un peu partout. Et c'est une aventure qui s'était très bien passée. Et plusieurs années après, on s'est revus. Et on a voulu refaire un nouveau format, mais cette fois-ci plutôt sur YouTube. Une fiction qui parlerait de fiction, ce qui finalement n'a pas été trop fait. Il faut remonter peut-être au Conte de la Crypte pour trouver un concept similaire. Donc très vite, on a eu l'idée de ce coroner qui parlerait des morts cultes du cinéma, mais les idées ont fusé. On a également pensé à un avocat qui défendrait les grands méchants. Alors, déjà à l'époque, vous aviez Oui, on a une Ok. liste assez consistante. Mais l'idée coroner était une idée coup de cœur tout de suite, celle de l'avocat aussi. Et on a tout de suite été emballé. On a tourné une première saison du Coroner un peu avec 3 francs 6 sous, avec les moyens du bord, mais avec nos équipes cinéma qui étaient très motivées, ce qui a permis d'avoir une première saison tout de suite de qualité avec notre savoir-faire et notre facture. Et
Surtout, chaque épisode est vraiment pensé comme un court-métrage, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail d'écriture, il y a un vrai tournage. La musique qui a été créée pour le générique, pour Mhm. l'original. Travail de composition, de direction d'acteurs, de mixage, de voix off, d'étalonnage, vraiment tout. Tout notre savoir-faire cinéma, on a essayé de le remettre ce format YouTube qui est à la fois un mélange de fiction puis un mélange de narration. Ce qui est important, je trouve aussi, parce que parler de cinéma, et on parle de grands films, si vous faites ça chez vous, devant un, je sais pas moi, un écran vert derrière, ou voilà, c'est pas la même chose que si on prend le temps de créer un décor et qu'on filme vraiment. Mm. Et il y a une qualité dans leur façon de filmer, dans leur travail, qui fait que alors, on n'a pas à rougir des films dont on parle et que la qualité de ces pastilles qui font pour le coroner, entre 6 et 8 minutes, guère plus, on a vraiment l'impression que c'est du cinéma. C'est filmé, c'est une grande Oui. qualité de. Il y a une manière une sorte de mise en abîme en fait Ouais, ouais, absolument. Ouais. de réalisateurs de cinéma qui parlent du cinéma qui les a, parce que j'imagine que vous parlez de choses qui vous ont marqué et que c'est votre manière à vous d'en parler avec votre grammaire à vous, votre langage à vous, quoi. Tout à fait. Alors, au début, c'était un des films qui nous ont marqué, nous, hein, Mike et moi, en tant qu'auteurs. Et puis très vite, avec le succès de la série, les abonnés ont commencé à soumettre des idées de films. Et on s'est ouvert de plus en plus aux idées des abonnés. Je prends toujours cet exemple. On nous soumettait beaucoup de lignes vertes que j'avais jamais vues. Et en voyant le film, Mike le connaissait déjà, moi je l'avais jamais vu. J'ai eu un coup de cœur pour ce film, donc il y a eu cet échange qui fait qu'aujourd'hui les abonnés nous proposent des films, alors parfois connus et qu'on connaît déjà, mais on ne les connaît pas systématiquement. Alors ça spoil un peu, mais arrivé, je suis content d'avoir vu La Ligne Verte, donc c'est pas un regret. Je voudrais juste rajouter que le but de ces chroniques, chacune de ces chroniques, n'est pas de dire ou de parler de la mort dans la ligne verte, par exemple, d'un personnage simplement. Ce qu'ils ont essayé de faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est moi ce qui m'avait séduit dans le projet, c'est qu'ils ont une lecture de cette mort qui est différente. Souvent, on ne s'y attend pas. Tout d'un coup, ah oui, 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 c'est vrai, ils ont raison. On va parler par exemple du Roi Lion. Le Roi Lion, pourquoi la mort du père du Roi Lion, de Simba, en quoi elle est importante? C'est pas juste la mort d'un personnage, c'est que c'était la première fois qu'on voyait un personnage mourir chez Disney, à l'écran. Avant, il y a Bambi, mais il y a la mer, on entend juste le coup C'est de hors feu, champ, on voit ouais, rien. ouais. Là, c'est la première fois qu'on voit un personnage mourir, et ça correspond à une nouvelle direction de chez Disney, qui ont décidé d'arrêter de faire des choses pour les tout-petits, mais de faire grandir les enfants. Donc, voilà, c'est une analyse sur l'importance de cette mort dans le film, bien sûr, mais elle a une autre valeur. Elle n'est pas hasardeuse, elle n'a pas été créée par hasard. Ce qu'elle Et c'est leur représente, lecture, en fait. voilà. Ok. C'est leur façon de voir à chaque fois les films. Là, on parlait de La Ligne Verte, comme par hasard, les initiales, c'est JC, Jésus-Christ, et qu'on s'aperçoit qu'il y a une forme de sacrifice, une capacité de faire des miracles du personnage. Mhm. Et effectivement, on se dit, oui, tout d'un coup, ouais, c'est pas idiot, quoi. Attention, c'est pas exhaustif. Non, non, On bien peut sûr, avoir bien une sûr. autre lecture, c'est la leur, et elle est souvent intéressante pour ça, je trouve. De l'analyse et de la symbolique, donc, à travers les chroniques. Comment vous appelez ça? C'est les épisodes, c'est les chroniques de chroniques fiction. C'est quoi le terme d'un épisode? Vous le dénominez comment? Vous le dénommez comment? Un épisode. Un épisode, hein, tout Comme simplement. on considère qu'on fait une série, Ok. Mais on est dans une ville qui s'appelle Chronic City. C'est pas fou. Voilà. Et alors, question, YouTube, pourquoi ce choix-là? C'est un truc qui était instantanément, une volonté directe, ou c'est un... Comment c'est venu? Alors c'est venu, Mike et moi, on a fait pas mal de courts-métrages qui sont passés dans des festivals, des fois il y a des passages télé, mais ça reste un public assez restreint et on voulait toucher un public plus large. Alors c'est un peu un cliché de dire qu'avec YouTube tu touches un public plus large, mais c'est vrai. C'est vrai, dès que ça déconne un peu, voilà, tu as tout de suite des dizaines, des centaines, et aujourd'hui même des millions de vues sur la chaîne. Donc c'est un moyen de toucher le public parce qu'on avait ce sentiment ce qu'on fait habituellement plaît, mais plaisait à un public restreint. Quoi. Quand tu fais un festival, que tu gagnes un prix, tu es vu que par quoi une dizaine, une centaine de spectateurs, tout au plus. À part si évidemment on parle de très grands festivals comme Cannes, mais c'est pas le cas. Et voilà, la force de YouTube, c'était de nous pousser directement vers notre public et surtout le rencontrer. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Tu sors une vidéo et puis voilà, ça plaît, ça plaît pas. Alors, dans notre cas, on a la chance, ça plaît. Mais voilà, la satisfaction de vraiment qu'elle soit vue et avoir des retours dessus. Alors, le coroner est avec nous. On a eu l'avocat.
Et là, maintenant, on va parler du prédicateur. Alors, le prédicateur, d'où vient l'idée de ce thème post-apo et d'aller dans cette direction? Alors, avec Mike, on aime bien le challenge, on aime bien changer, se mettre des défis artistiques. Le confort, ça aurait été de faire un personnage qui soit un peu dans la même lignée. Le juge qui parle des grandes enquêtes du cinéma, le policier qui résout des meurtres. Enfin voilà, être un peu dans la même grammaire. Et on voulait quelque chose de radicalement différent. Et alors, je ne sais plus trop comment c'est venu, mais on a eu l'idée de parler de films post-apocalyptiques parce qu'on est des grands fans de Mad Max, Terminator, Akira. Tous ces films-là, on adore, mais finalement, les films post-apocalyptiques, ce qu'on aime, c'est qu'en plus d'être des divertissements de très haute facture, c'est également des thèmes qui sont assez profonds. C'est-à-dire que quand on voit Akira, on s'en prend un peu plein la figure, hein, autant sur le fond que la forme. Donc on s'est dit, tiens, les films post-apo, il y aura vraiment quelque chose à dire. Et on voulait aussi quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que l'avocat et le coroner sont des personnages très élégants. Et ce prédicateur serait un peu plus brut de décoffrage, un peu plus voilà, dans son jus, avec une petite chapelle abandonnée, avec un public devant lui, ses propres fidèles, qui le suivraient dans sa démence. On se prod là. Regardez. Ouais, on construit une chapelle en studio qui va faire une. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. On fait ça en grand. Donc, on voulait quelque chose, un terrain de jeu vraiment différent pour se démarquer des autres personnages et offrir quelque chose de nouveau, tant sur le personnage que sur les thèmes qu'il allait aborder. Comment vous avez pensé ce personnage? Vous êtes inspiré de quelques personnages que vous aviez déjà vus dans d'autres fictions ou dans ce genre de choses ou Alors, c'est plus difficile parce qu'autant un médecin légiste ou un avocat, il y a beaucoup d'exemples au cinéma, et un prédicateur, finalement, c'est plus délicat. C'est-à-dire que prédicateur, c'est un meneur d'hommes. Ça peut autant être Negan dans Walking Dead que finalement la Nuit des chasseurs dans les années 60. On voit qu'on a un panel très très large, sans compter le jeu vidéo avec Joseph Seed dans Far Cry 5, si je ne me trompe pas, Oui. qui est également un prédicateur à sa façon. Donc, c'est un peu une grammaire de beaucoup de choses différentes. Par prédicateur, on entend plutôt chef de gang, chef de file, avec ce côté un peu à chaque fois brutal. Et les exemples sont très variés, mais c'est vrai qu'on est moins dans du cliché. On a dû construire un personnage de toutes pièces. Alors, certains diront qu'il ressemble un peu à Joseph Seed, mais il faut encore l'entendre parler avant de juger. En tout cas, ça sera des influences très, très diverses, et on est encore sur l'écriture du personnage. pourquoi avoir voulu un nouveau format entre le coroner et l'avocat? Il y avait eu un certain laps de temps. Là, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent un petit peu. Pourquoi le lancer maintenant et pourquoi cette envie? C'est pour, peut-être, je sais pas, raconter autre chose? Raconter autre chose, la qualité, on met beaucoup de temps à écrire et tourner les épisodes. Chaque épisode, c'est 2 à 3 mois à temps plein. On est assez exigeant. Il y a certains épisodes, il y a 20 versions d'écriture. Et très vite, on n'a pas envie de tourner en rond. C'est-à-dire que le confort absolu, ça aurait été de faire pendant 5 ans du coroner. On sait que on est quasiment sûr que ça marcherait pendant 5 ans. Mais voilà, au bout de 70 coroners, qu'est-ce qu'on gagne, quoi? Et vraiment, essayer de diversifier l'écriture, diversifier les personnages, c'est une façon de montrer ce qu'on est capable de faire, d'aborder plein de sujets différents et nous aussi de nous faire plaisir. Ouais, aussi du plaisir derrière tout ça, hein, le plaisir de créer des personnages, le plaisir d'enrichir, parce que par exemple, le prédicateur va rencontrer l'avocat pour des raisons scénaristiques qu'on découvrira à la rentrée, mais il y a aussi ce plaisir de pouvoir croiser les personnages. On a aussi eu un épisode qui est déjà sorti où le coroner était chez l'avocat au sujet d'un crime que l'avocat défendait et que le coroner analysait. C'était pour l'épisode No Country for Old Men des frères Cohen. Donc voilà, c'est aussi enrichir notre univers et notre écriture. Donc c'est passionnant, on adore ça et on pense que c'est aussi une façon de nous renouveler, de ne pas tourner en rond. Alors justement, on voit qu'il y a eu des crossovers, des ponts comme ça entre les différents personnages. On peut peut-être se projeter, imaginer un Avengers de Chronique Fiction à un moment. Pourquoi pas? Infinity War. Pourquoi pas, ce serait drôle. Petite question au passage, mais comment vous gérez le choix de si vous allez rajouter un épisode au coroner, si vous allez en rajouter un à l'avocat, ou enfin voilà, comment vous équilibrez un petit peu c'est le sujet qui va dicter ça, ou vous avez des envies, Alors, nos tournages sont, comme vous avez vu, ils sont assez cinéma, ils sont assez ambitieux. Et en même temps, on n'est pas une chaîne riche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit beaucoup d'épisodes. Et une fois qu'on monte le décor de l'avocat, une fois qu'on monte le décor du coroner, parce que tout ça, c'est créé de toutes pièces. Hein, c'est pas un bureau ou une morgue. C'est vraiment des choses qu'on crée tout en studio. Une fois qu'on passe du temps à monter ce décor, on enchaîne plusieurs épisodes d'un coup. Et ce qui se passe, c'est que généralement, on a un an d'avance.
C'est-à-dire qu'on tourne 3, 4, 5 épisodes d'une traite, ce qui permet de voir venir et surtout d'économiser des frais de production. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, pour faire de la qualité, on est obligé de s'organiser de façon à faire des économies quand on tourne. Et c'est une façon de faire des économies tout en ayant une qualité au maximum, que ce soit au niveau de la caméra, du jeu d'acteur, de l'écriture, du décor. Donc c'est tourné en avance. Voilà. Ok. Et les prochains avocats sont déjà tournés, par exemple. Et Le prédicateur, il est casté déjà, du coup. le casting est en cours. Ah, d'accord. Ah. Très gros casting, très difficile parce que Stéphane et Jean-Luc mettent la barre très haut. Voilà, ils ont du charme, ils ont la voix, ils ont le jeu. Hein, c'est vrai, on dit pas ça parce qu'ils sont là. Et on sait que le prochain acteur sera très attendu, donc on a un très gros casting en cours. On a déjà quelques profils qui sont intéressants, mais on pousse ça, on explore au maximum avec peut-être quelques surprises. Il sera forcément un prédicateur. Ah. On nous pose beaucoup la question. C'est assez drôle parce que nous, en tant que réal, on a fait pas mal de films, dont certains dits féministes. Et c'est vrai que le hasard fait qu'aujourd'hui, il y a 3 personnages masculins sur la chaîne. Ça pourrait être un personnage féminin. Ce sera en temps et en heure. C'est-à-dire que là, on avait, pour le prédicateur, on imaginait mal un personnage féminin, pour plein de raisons créatives. Mais le jour où on aura une idée, voilà, en fait, on ne s'impose pas de contraintes. Donc, l'idée arrive comme elle est. Et on espère un personnage féminin bientôt. Mais ce ne sera pas celui-là. Voilà. Il y avait eu quelques idées d'ailleurs pour des personnages féminins. Et la difficulté, c'était de ne pas tomber dans une forme de caricature. C'est-à-dire, je vais dire une bêtise, mais l'infirmière, par exemple. Il y aurait pourtant beaucoup de choses à faire sur voilà, l'infirmière. Mais après, il faut la relier à ce qu'ils ont envie de dire. Est-ce qu'on veut parler des infirmières tueuses, des infirmières qui font le bien? Voilà. Kill Bill. Mhm. Ouais. Alors vous disiez tout à l'heure, c'est toujours une histoire, enfin toujours, en tout cas c'est toujours important, cette notion de budget. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Je crois qu'il y a un Ulule qui a été lancé pour ce prédicateur. Tout à fait, on a lancé une campagne sur Ulule de participation financière, donc avec des très beaux t-shirts à la clé. Donc là, c'est quelques exemples. Hein. En contrepartie, on a fait des t-shirts. C'est censé être moi. Il y aura aussi des Avec posters, des suites. Tagline. Voilà, et donc c'est un moyen de se faire plaisir. Voilà, les abonnés, les fans commandent le t-shirt, le suite ou les posters, ou voire plus. Et puis en contrepartie, nous, ça nous permet de faire avancer le financement et de pouvoir tourner ce prédicateur, parce que pour le coup, on veut passer un peu un gap en termes de décor et on va construire une chapelle en studio. Ouais, Une chapelle en studio, ça fait 15 mètres de profondeur, ça peut c'est faire jusqu'à 10 ambitieux. mètres de haut. Voilà, ça va être assez costaud et pour ça, on a besoin d'argent, oui, de fonds, disons-le. de disons-le. fonds, c'est Pognon, Des pépettes Ah, de pelouse. la production, ouais, ça, Bah ouais. Alors c'est assez coûteux. du coup là, si on vous aide, c'est pour financer la première saison du prédicateur, j'imagine, ou c'est juste pour lancer le format? C'est pour financer la première saison du prédicateur, Ok. tout à fait, qui permettra également de construire le décor, qui pourrait resservir par la suite. Évidemment, Il faut savoir que le décor du coroner et de l'avocat sont stockés quelque part dans Paris, cassé caché. ouais, dans un lieu bien caché. Et voilà, donc ça nous permettra en effet de lancer ce personnage, de créer le décor, de trouver l'acteur, d'écrire les premiers épisodes, et on verra ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il y a des envies d'autres formats que les formats de chronique fiction tels qu'ils sont, des choses différentes, je sais pas, des petites choses, dont vous pouvez nous parler? Oui, ensuite, nous, on a plein de projets en dehors de la chaîne. C'est vrai qu'on rêve d'un long métrage. Ça, c'est vraiment la case vers laquelle on aimerait aller. On a aussi des projets de séries qu'on fait avancer en parallèle. Alors ensuite, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer sur la chaîne et qu'est-ce qui va passer à côté. En tout cas, on a très envie un jour de faire un long métrage sur la chaîne. Ça, c'est une certitude. Ok. Petite question pour Stéphane. Est-ce qu'on peut avoir droit à quelques teasings des nouveaux personnages éventuellement? Je vous regarde, mais voilà, on peut avoir des petites informations sur les nouveaux personnages, les nouvelles autopsies à venir? Ben, c'est pas moi qui écris. Moi, on me dit rien. On m'appelle un mois avant en me disant voilà, on a quelques épisodes, apprends ton texte. Et voilà, mais ça, c'est Fabio qui. Je ne sais pas si pour l'instant c'est prévu. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est effectivement travailler sur. On mélange pas les gens. Là, pour l'instant, c'est le Pour prédicateur, l'instant, c'est le sujet. prédicateur et l'avocat. Petit teasing, c'est pas impossible que samedi, on annonce une grande nouvelle. Oh. Voilà. Donc, faut rester et vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous faites vos annonces plutôt sur Twitter, sur Insta, ou
Les annonces Sur YouTube importantes même sur YouTube. Sur YouTube même. Les annonces importantes. Ensuite, on a un Instagram, un Twitter sur lequel on communique plus régulièrement, mais pour annoncer un nouveau personnage ou un nouvel événement samedi. Une bonne annonce peut-être. On passe plutôt par notre chaîne qui est vraiment... Ok. On est plus à l'aise à faire des vidéos qu'à communiquer sur les réseaux sociaux. Pour vous suivre, sinon, c'est Chronique Fiction partout. Oui, sur Les réseaux. Instagram, sur Twitter, sur Facebook, même si pour être honnête, on n'utilise plus trop Facebook. Ouais, normal. Mais voilà, on relaie un peu les actualités. Pour faire Et- des événements d'anniversaire quand même. Cela. Voilà, exactement. Pour les souhaiter. Pour les souhaiter, ça Ah, moi, c'est ma Est-ce si, que je peux si, vous demander si vous avez une vidéo préférée, que ce soit à faire ou à écrire, ou comme ça, si vous avez un petit chouchou parmi tout ce qui a été fait? Moi, j'avais un petit faible pour Thelma et Louise. L'épisode sur Thelma et Louise. Ouais. Pour quelle raison si, Parce que j'ai aimé ce film Ouais. et je trouvais que le défendre tel qu'ils l'ont fait, en tout cas en parler, m'a plu. Ouais, ouais, Particulièrement. Ouais. ouais. Petite question rapide, parce que Fabio parlait du fait qu'il avait, via les viewers de la chaîne, découvert certains films. Est-ce que vous, en tant qu'acteur, il y a des films que vous n'aviez pas encore vus avant de Sûr, tourner vos bien épisodes sûr. et que vous avez vus à l'aune de ces... Je vais même vous avouer qu'il y en a dont j'ai parlé que je n'ai pas vu. Ah, bravo, mais est-ce qu'il y en a certains, justement, où vous vous êtes dit, punaise, je suis content d'avoir vu ce film grâce Oui, à... oui. Ouais. Oui. Et il y en a un, Battle Royale, que je n'ai toujours pas vu. Et pas tout à fait de ma génération, donc voilà, mais que je ne désespère pas de voir parce que je suis Ah, très il faut- intrigué. Voilà. Pas très long en plus. En plus. Non, c'est vrai. Il n'est pas très long. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez peut-être un mot sur votre actualité, Stéphane, autre peut-être que Chronique Fiction? Je vais reprendre en octobre, novembre, décembre Laurence d'Arabie, pièce de théâtre qu'on a jouée là au Maribel et qu'on va reprendre au Maribel avant de faire une tournée en France entre janvier et juin. Donc c'est Laurence d'Arabie, montée par Éric Bouvron. Mhm. Puis voilà, puis là j'ai un ou deux tournages de séries ou de films. De ton côté, Fabio, évidemment, donc c'est le prédicateur, l'actu. On a dit peut-être quelque chose au samedi sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour en parler. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous propose de nous lancer le trailer qui a été diffusé récemment et on se retrouve juste après pour notre dossier le Ça parle. Retour en plateau pour le Ça parle, un Ça parle dédié à la trilogie Spider-Man de Sam Raimi qui fête ses 20 ans puisque le premier épisode était sorti en 2002. Avant de poser des questions à mes invités, j'ai juste envie de vous poser un petit sondage qui va s'afficher bientôt sur votre écran. La trilogie de Sam Raimi, est-ce que ce sont tout simplement les meilleurs films de Spider-Man? Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est bof? Est-ce que c'est les pires Spider-Man? Ou est-ce que vous les avez simplement pas vu? Voilà, on attend vos réponses sur le chat. Le sondage va s'afficher dès que Paul aura raccompagné nos invités de Chronique Fiction. Tout est soufflé. Tout va bien. Mes premières questions, déjà, tour de table. On a eu l'information tout à l'heure de Joe, mais est-ce que c'est une trilogie que vous avez vue au cinéma ou pas du tout? Ouais. On a un oui du côté de Max, oui du côté de Yes, Nathalie. les vieux, on est ensemble. Ouais, c'est ça. Quand tu disais, quand tu disais, je suis parti des vieux, je me suis dit, oh, moi. Alors, Mais tu les as vus après. j'avais 10 ans. Oh bah oui, mais Oui, mais j'avais personne pour m'accompagner. Donc, c'était interdit au moins de 12 ans, je sais plus. Je sais plus. Non, 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 c'était pas, pas hein. interdit. Non, 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 mais j'ai vu genre peut-être 1 ou 2 ans après. Donc voilà, on est là pour parler des films de Sam Raimi avec Tobey Maguire, merci, Ouais. et Kristen Dunst, James Kirsten. Franco, Kirsten, ouais. Kirsten. Kirsten, Ouais, c'est Kristen. Ils sont Stewart, relous, mais bon, Ouais, faut ouais. respecter, faut respecter. Alfred Molina, Stuart Townsend, William Dafoe. William Defoe. Willem Dafoe, L'acteur qui joue du coup. J.K. Simons. Voilà, J.K. Simons, bien sûr. Exceptionnel. On n'oublie pas Bruce Campbell, s'il vous plaît, qui est dans les 3 films. Il Bon. était là 2 minutes sur la trilogie, mais il était là. Mais son personnage évolue, il est... Topper Grace aussi. Oui, Topher Topher Grace. Ah oui, que j'ai dit Stuart Townsend, mais en fait c'est Topher Grace, bien Ouais, sûr. non, Stuart Townsend, c'est le Seigneur des Anneaux. Il est arrivé pour il devait tourner. faire Aragorn, On il a l'a pas dit. fait. On l'a dit, James Franco. On l'a dit, James Franco. Ouais. Alors pour revenir à Tobey Maguire, qui a fait son retour, vous le savez, dans le MCU il n'y a pas très longtemps, est-ce que c'est un bon Peter Parker? Ah, tu pars direct comme Ah ça, là. ouais, ouais. Bah, bah. Ah ouais. Cash, directement. Ok. Après, j'allais vous demander évidemment ce que vous pensez des films et tout, mais d'abord, est-ce que c'est un bon Peter Parker? Est-ce que c'est le Peter Parker qu'il fallait pour lancer Spider-Man au cinéma? Moi, je trouve qu'il fait un peu plus vieux que l'âge qu'il est censé avoir, mais par contre, le personnage est bien. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent qu'il a un côté tête à claque. C'est
un peu le personnage de Peter Parker qui est comme ça aussi. Ah oui. Mais c'est vrai que quand tu les revois, tu te dis. Surtout qu'en plus, là, quand tu vois que pour Tom Holland, ils ont vraiment pris un acteur qui avait l'âge d'être un lycéen. Tobey Maguire, ça se voit qu'il a redoublé 15 fois s'il est encore lycéen. C'est un peu le bémol pour ça, où tu vois déjà d'emblée que l'acteur était beaucoup trop vieux pour le rôle, mais sinon, en dehors de ça, oui, c'est vraiment l'essence du personnage de Peter Parker, ils arrivent à l'avoir. Ouais, après ça, c'est le problème de l'époque aussi, c'est qu'avant, enfin, tu voyais toutes les séries pour ados des années 2000, c'est toujours des gens qui avaient 25-35 ans pour tous les Véronique gens de Gavard, elle 17 avait ans. 25 ans déjà. Voilà, enfin, Remember Dawson, ouais. Pardon, vas-y. Non, vas-y, Je t'en prie, je t'en prie. Non, vas-y. Moi, j'aime profondément le Peter Parker de Tobey Maguire pour ses qualités et aussi pour ses défauts. C'est-à-dire que, particulièrement dans le premier film, je suis le premier à reconnaître qu'il y a des problèmes parfois, enfin ce qui peut sembler comme être des problèmes d'acting. Mais en fait, un mec maladroit et gauche et un peu nul comme lui, on en a croisé, ou même on l'a été éventuellement au collège, au lycée. Et je trouve qu'en fait, ce côté hyper maladroit que retransmet Tobey Maguire dans les 10 premières minutes du film, parce qu'en fait, au bout de 10 minutes, il y a une introduction de génie qui fait qu'il est mordu par une araignée radioactive, et après avoir été vraiment le pire des nulos pendant 10 minutes, il se réveille avec des pouvoirs qu'il découvre. Et en fait, la transition, l'arc narratif de ce personnage du début du film jusqu'à la fin du premier, si je reste ne serait-ce que sur le premier, je la trouve assez exemplaire. Et pour moi, avec sa gaucherie, Tobey Maguire fait extrêmement bien le job, je trouve, en fait. Et je suis pas persuadé que les moments où on se dit « Oh, ça joue pas de ouf », je suis pas persuadé qu'en fait, il n'y avait pas Sam Raimi derrière qui lui demandait d'être volontairement un peu too much, un peu cartoonesque, un peu... voilà. Surtout en plus, il a fait ça dans tous ses films, Sam Raimi, de pousser ses acteurs vraiment au-delà du côté un peu réaliste. Alors, juste, excuse-moi, Megan, je te rends la parole juste après. Mais le chat a décidé que c'était les meilleurs Spider-Man à 51%. Eh bien, le chat a raison. Ah oui, quand même. Je te rends la parole. laisse-moi Le t'avoir chat a coupé. raison. On a frôlé la Le chat a catastrophe. raison parce que, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec Tobey Maguire, c'est, enfin, je rejoins totalement ce que tu disais, et le côté gauche, le côté très identifiable en fait avec cet acteur, parce que Andrew Garfield et Tom Holland, ils ont un côté un peu trop mignon. Normalement, Peter Parker, c'est pas le beau gosse, c'est pas le mec populaire, c'est l'outsider, le nerd, qui a pas beaucoup d'amis, qui est pas très populaire. Et Même quand il est Spider-Man, même après avoir été devenu Spider-Man. Et ce que j'aime avec ce personnage-là, et ce que Sam Raimi en a fait, c'est ce côté paumé, effectivement, qui galère avec ses jobs, qui va livrer des pizzas, Enfin, c'est vraiment l'étudiant tel que nous, on peut l'être aussi. Enfin, c'est des épreuves qu'on a traversées, le petit boulot étudiant, les galères avec les copains ou les copines, enfin, tous ces trucs-là. C'est très identifiable. En fait, on s'identifie vachement à ce personnage. Et je trouve que Tobey Maguire le fait super bien. Il y a vraiment ce côté-là attachant qui fonctionne très bien. T'as raison, parce que même Andrew Garfield, que j'aime beaucoup, il a un côté un peu trop sûr de lui, même Oui, dès le début, en trop fait, avant que ça arrogant. commence. Un peu Ouais. Guire, un peu, Ouais. il a de la répartie. En fait, moi, pour moi, alors c'est compliqué parce qu'en fait, Tom Holland apporte une version. En fait, limite pour avoir le Peter Parker parfait, comme je dis. Faudrait les trois. Il faut prendre Ouais. les trois, Mm. fusionner les qualités des trois, et on l'a enfin. Mm. Mais quand même, celui pour moi qui se rapproche le plus de celui que j'ai connu dans le comics, qui avait ce côté gauche, qui n'avait jamais d'argent, qui devait galérer avec des petits boulots, bah, c'est celui de Sam Raimi, donc c'est Tobey Maguire, qui est toujours en galère, qui est un peu étourdi, qui passe de la rage à la joie, qui aussi est le premier à être dans le sacrifice. Parce qu'il tombe amoureux d'une fille, il peut tout lui dire, il va rien lui dire, quitte à passer à côté de l'amour de sa vie, en tout cas pendant un premier tiers dans la trilogie. Et ça, j'ai bien aimé. Donc, alors oui, Andrew Garfield, il apporte ce côté humour. Je me bagarre, je sors des vannes, exactement ce que Spider-Man fait en costume dans la BD que lui ne fait pas, ou très Enfin, il mal. le fait, mais il le fait vraiment pas bien. Voilà, il le fait vraiment pas bien. Voilà, Oui, c'est pas le- Andrew Garfield, c'est un génie qui crée lui-même ses billes de toile, ce que lui ne fait pas, mais encore, ça, Sam Raimi l'a fait de manière super, surtout dans le volet numéro 2, qui est pour moi de très loin le meilleur, l'a fait de manière astucieuse. Mais pour moi, c'est Peter Parker qui... Voilà, moi, tu te reconnais en lui, même ne serait-ce que la scène où il se mange, je crois, une gifle ou 2 gifles de la part de Harry, c'est Peter Parker qui subit les événements sans trop vraiment... Enfin, voilà, il y a ce côté, je suis un super-héros, je suis un peu tout seul, en fait, avec ses pouvoirs. Comment je vais gérer ça? J'ai ma grand-mère, j'ai la responsabilité de la mort de mon oncle, j'ai mon meilleur ami aussi, comment... Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont hyper bien abordés dans les 3 films, quoi. Enfin, en tout Et moi, cas, dans c'est les ça premiers. qui me dérange dans les Spider-Man de Tom Holland, c'est que c'est un assisté.
Oui. Et c'est pas censé être. Enfin, Spider-Man, il n'est pas censé être à la main du capitalisme avec Tony Stark. Non, mais enfin, je grossis le trait, j'exagère le truc, mais. C'est qu'il faut attendre la fin de la trilogie de Tom Holland pour retrouver pour le retrouver Spider-Man le vrai Spider-Man. C'est pour de ça Sam que Raimi. Le la vrai fin de Spider-Man. No Way Home est très prometteuse et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire pour la Alors, suite. deuxième question. Vous allez voir, c'est tricky. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était un bon Spider-Man? Parce qu'on a vu que c'était un bon Peter Parker, mais est-ce que c'est un bon Spider-Man? Alors, moi je peux. Vas-y. Par contre, on est Alors, costumé, hein. ma réponse est oui. Ok. Mais alors vraiment un grand oui en ce qui me concerne. Pour une raison, si je devais isoler une seule raison, je pourrais en donner plein, mais on n'est pas là pendant 3 heures. En fait, les 3 Spider-Man de Sam Raimi, même le 3e qui est tant décrié, ce sont des films dans lesquels on voit Spider-Man sauver des gens Ouais. inconnus dans la rue et faire son taf de super-héros en street level. Et ça, c'est un aspect qui pour moi... Tu peux adapter un personnage et le tourner un petit peu à ta sauce. C'est pour ça qu'il y a 3 versions de Spider-Man. C'est pour ça que Batman a autant d'itérations différentes au cinéma. Mais en fait, voir Peter Parker mettre le costume de Spider-Man pour aller aider des gens dans la rue, pour moi, c'est ce qui fait de ce personnage l'un des super-héros auxquels on s'identifie le plus, que ce soit dans les comics, dans les dessins animés des années 90 ou dans les films de Sam Raimi. Et c'est ce qui manque, je trouve, cruellement aux autres Spider-Man, qui ont également des qualités. Mais pour moi, le Spider-Man en costume de Sam Raimi est vraiment excellent pour ça, parce que au-delà de toute la tragédie personnelle que Peter Parker vit, Spider-Man, en face de ça, à partir du moment où il se dit « Ok, j'endosse les responsabilités de mes actes et globalement la mort de mon oncle, qui est complètement à cause de moi », à partir du moment où il fait ce switch-là, eh ben, en fait, il va mettre sa vie de côté pour aider les gens. Et ça, pour moi, c'est Spider-Man. Autre argument pour rebondir, tu dis que tu en avais plusieurs, j'en ai un qui m'est venu en tête en justement les images. Pour avoir un bon Spider-Man, il faut aussi avoir des bons méchants. Et les bons méchants, tu les as dans la trilogie de Sam Raimi. T'as le bouffon vert, intestable. C'est sa némésis, il est juste... Même avec ce costume de Power Voilà, Ranger. merci beaucoup. C'est vintage. Même si le costume est dégueu aujourd'hui, etc. Encore une fois, Même à l'époque, déjà à l'époque, En fait, c'était- ça se voyait, en fait, il y a déjà à il l'époque. y a un révélateur. Le meilleur film avec Tom Holland, c'est quand même quand le bouffon vert et Willem Dafoe est là, quand même, mine de rien, et amène un antagonisme, même s'il y a les 2 autres Spider-Man qui sont là, voilà, Willem Dafoe fait encore le job. T'as Dr. Dr. Octopus qui est incroyable Le meilleur, dans c'est le le deuxième. Ouais. J'ai rien contre les méchants de The Amazing Spider-Man, mais le lézard, c'est quand même globalement en dessous. Electro, c'est quand même globalement, je veux dire le terme, à chier. Surtout la C'est façon pas qu'ils l'ont beau, fait. c'est pas Voilà. Le C'est pas beau, vautour en fait. d'Homecoming, ça aurait pu être très bien si le film était mieux, tout simplement. Encore que le vautour est quand même Voilà. plutôt bien. Ouais, un le petit vautour, dégueulasse. voilà. En fait, le vautour, il y a un acteur. quoi, du En fait, coup, il y a un potentiel. Le vautour, il y a un potentiel. Il y a un que je trouve acteur pas assez derrière, exploité. donc, forcément. Mais Mysterio, on va pas en parler. Non mais t'as dit le mot en fait, c'est ça, c'est les motivations. C'est que ce qui différencie les méchants de Sam Raimi des autres, c'est que tu vois, là, les méchants de Amazing Spider-Man 2, c'est littéralement 2 victimes qui ont du pouvoir et qui en font n'importe quoi. Exactement. Là en fait, c'est des gens qui ont à peu près la même situation, c'est-à-dire que comme Peter Parker en fait, c'est des scientifiques, ils font une expérience qui tourne mal et en fait, c'est-à-dire que tu te retrouves, tu sais, c'est vraiment l'expression, c'est vraiment l'illustration de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sauf qu'il y en a un qui s'en sert pour faire le bien, comme tu le dis, pour sauver des inconnus dans la rue, et un autre qui, c'est l'opposé total, c'est-à-dire le bouffon vert. Après, il y a Octopus qui vrille un peu parce qu'il est contrôlé par l'intelligence artificielle qui pensait dominer. L'homme sable, c'est un peu entre les deux aussi, c'est-à-dire qu'il a une âme de méchant, mais en même temps, au fond de lui, il est très humain. À chaque fois, en fait, il y a Il y ce a des côté. fêlures. Ouais, c'est ça, mais en fait, il y a ce côté-là où tu peux presque t'identifier aux méchants, c'est-à-dire que tu comprends plus leur côté humain. En fait, c'est ce qui réussit la En fait, trilogie les Sam méchants Raimi, de c'est qu'il y a Spider-Man avant dans le l'humain. MCU, c'est des ennemis de Tony Stark. Voilà, c'est ça, oui, aussi. C'est tous Ouais. des victimes de Tony Stark, en fait, des dommages collatéraux des Avengers. Et donc, t'as presque l'impression que c'est un accident. Tu vois, il devient le faucon devient le vautour, pardon, devient l'ennemi de Spider-Man parce que c'est le père de sa meuf. Ouais. Mais Parce qu'en fait, le mec est là, il devrait pas être là. Parce C'est que juste ça. c'est parce pareil que pour Mysterio. tu ils vois. s'en sont pas cachés, mais à un moment donné, Robin de Junior prendra plus le costume, Tony Stark est mort. Et au tout début, je pense que ça fait partie aussi des petites foirades. Je m'écarte un peu, mes petites foirades du MCU aujourd'hui, c'est que quand Tony Stark disparaît, l'idée c'est de faire de Spider-Man le nouveau leader ou potentiel leader d'une équipe. Mais en fait, non, en fait, vouloir en faire absolument le leader, c'est dit, hein, dans No Way Home, c'est bien assumé. Non, Far From Home, pardon, c'est bien assumé, en mode, Tony Stark n'est plus là, c'est à toi de reprendre le flambeau. Pas du tout.
c'est pas cette version-là de Spider-Man qu'on veut avoir, et c'était hyper pushé de la part de Marvel Studios. Dommage d'ailleurs. Alors, je reviens maintenant sur, non pas l'acteur ou le personnage, mais sur le réalisateur, sur Sam Raimi. Est-ce que la réalisation de Sam Raimi a vraiment apporté quelque chose aux super-héros? Et si oui, quoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'est vrai que c'est à la fois facile et difficile de comparer ce que fait le MCU aujourd'hui à ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, les super-héros, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que Il n'y avait que les X-Men qui étaient sortis, je crois. Oui. voilà, en fait, les Batman étaient un peu enterrés Batman, pensant parce que Superman, c'était bien sûr, mais un peu compliqué. Mais en fait, à l'époque, quand un studio faisait appel à un réalisateur pour un film de super-héros, c'était des films de réalisateurs. C'est-à-dire que c'était les X-Men de Bryan Singer qui vraiment en a fait une métaphore de sa propre homosexualité. C'était les Spider-Man de Sam Raimi. Il y a eu ensuite les Batman de Christopher Nolan. Maintenant, ce sont des films de producteurs. Les Spider-Man, ce ne sont pas les Spider-Man de John Watts, ce sont les Spider-Man de Kevin Feige, donc de Marvel Cinematic Universe. Donc à l'époque, ouais, tu ressentais beaucoup plus la patte d'un réalisateur parce qu'on le laissait à peu près tranquille, même si voilà, on sait que sur Spider-Man 3, le studio a imposé Venom et que ça se ressent dans le film parce qu'il est intégré aux chausse-pieds et que même Sam Raimi a fait ce qu'il en On pouvait. sait ce qu'il voulait faire, Sam Raimi, si on lui avait pas forcé la main sur Venom. Alors moi je sais pas du tout Non, on ce a qu'il pas eu voulait des faire infos sur le 3. Je pense qu'en fait, je sais même pas si l'espèce de twist un peu bancal de en fait l'homme sable c'est le mec qui a tué ton oncle, mais en même temps pas vraiment parce que c'est un accident. C'était lui qui l'avait prévu ou pas. Ah, je sais donc, pas. mais Ça sent le scénar vraiment Ça fait un peu rétro. Ouais. Tu sais, imposé, raccroché. tu sais, c'est un peu dans Scream 3 où tu as ce côté où il résume le 3e épisode d'une trilogie en disant il y a toujours un secret du passé qui revient. Bah ouais, bah c'en est presque la caricature Spider-Man 3 là-dessus. Donc non, en fait, quand tu vois les autres films de Sam Raimi et notamment Doctor Strange 2 sur certains aspects, tu sens que ouais, le mec il avait une vraie patte et que sa patte ça passe aussi par son focus sur les personnages, vraiment sur leur côté humain, plus que le costume, les tentacules qu'ils peuvent avoir, les effets spéciaux, qui évidemment ont pris un petit coup dans la tronche, mais comme le film n'en abuse pas, je trouve qu'ils vieillissent Ça beaucoup reste mieux très charmant. que les récents, y compris le 3. Donc non, ouais, tu sens que ouais, à l'époque, avoir un réalisateur comme ça sur un film pareil, c'était un vrai plus et que le studio a compris ce qu'il avait entre les mains. Mais visuellement, il y a des choses qu'on voit là pendant l'extrait qui moi m'ont marqué et que j'ai revu du coup dans Doctor Strange, qui sont marquantes. C'est alors parce que je pense que tout le monde ici l'a vu en plateau, mais sans être dans cette caricature-là, je vais arriver. Hulk avait une réalisation très en forme de case de BD. Et en fait, quand tu Ah oui, le premier anglais, Hulk, celui ouais, d'anglais. donc, quand tu revois le premier Spider-Man, notamment, tu te rends compte qu'en fait, sans avoir le côté mise en scène case de BD, tu retrouves le même style de mise en scène avec des gros plans sur des visages. Par exemple, il va attaquer Octopus, gros plan sur le visage d'Alfred Molina. T'as le visage de Tom Maguire qui va se fondre avec un autre plan derrière. Enfin, ça faisait très case de BD déjà à l'époque. Et c'est l'expression que je me faisais. Je me dis, tiens, j'ai l'impression de regarder un comics. Alors, aussi la Les codes plus. voilà. Ouais. Et aussi la force, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes les productions Marvel, t'as beaucoup de plans, un peu de pause où ils arrivent comme ça, etc. C'est full forcé. Et là, tous les plans où Spider-Man est collé à gripper quelque chose, il y a toujours une explication ou une signification. Je suis comme ça parce que je m'agrippe pas là. Je suis pas juste comme ça en train de flex sur le toit d'un train, quoi. Je crois pour le coup que ça c'était une décision de Marvel, mais qui date de l'époque Stan Lee et Ditko, où Spider-Man, quand il a un costume, ne doit jamais apparaître dans une position qui n'est pas D'accord. celle d'un super-héros. Donc peut-être que Sam Raimi a respecté ça aussi. Tu vois, tu le vois jamais. Oui. Comme non, il est forcément dans un. Ouais. Tu vois, là. Oui, mais ça fait pas kitsch ni cringe. En fait, ça passe, c'est fluide par rapport à la lecture, au déroulé des combats et de leur chorégraphie. Megan. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est sa patte horrifique à Sam Raimi dans les Spider-Man, parce qu'il c'est quand même. Sam Raimi, c'est quand même aussi de l'horreur, et surtout parce qu'il a commencé là-dedans. Et en fait, ce qui est très fort dans les Spider-Man qu'il a fait, c'est qu'il y a ce vrai sentiment d'urgence et de peur pour le héros qu'on n'a pas forcément chez les films Marvel, parce qu'on sait très bien qu'ils vont vivre, ils vont pas prendre le risque de les tuer, ils ont quand même mis 10 ans à tuer Tony Stark. Donc là, on a peur pour le héros, on vit avec lui, on survit avec lui et on combat avec lui, et ça se transcrit dans les scènes de combat. Je pense notamment à la scène avec le bouffon vert dans le premier. Là, tout de suite, on est dans la noirceur. La scène de fin, elle est particulièrement violente, hein. La scène de fin est très violente. Se fait défoncer. Mais c'est ça. Ouais. Et dans le 2 aussi, j'adore la scène dans l'hôpital. Qui, pour moi, ça fait vraiment scène de film d'horreur, Ah oui, avec clairement. les tentacules de Dr Tu Octopus sais qu'à la base, ça devait qui être. va chercher l'infirmière, le docteur, etc. Mais cette scène fait flipper, quoi. Tu sais qu'à la base, J'adore c'était ce juste côté une horrifique. séquence test pour voir comment fonctionnaient les tentacules, si ça Ouais. rendait bien, et le truc était tellement bien foutu. Ils l'ont gardé. Mettons-le dans le film, et heureusement d'ailleurs qu'ils l'ont gardé.
Moi, ce que j'aime particulièrement dans le choix de Sam Raimi en réalisateur, c'est que on parlait tout à l'heure de l'attachement qu'il porte à l'écriture des personnages et vraiment à la minutie dans les arcs narratifs. C'est-à-dire que tous les personnages des 3 Spider-Man évoluent de manière fluide. Et puis, il y a effectivement l'aspect organique de sa réal. C'est-à-dire que quand il réalisait Evil Dead, Sam Raimi, il suspendait des caméras à des fils et il la faisait se balancer dans une maison ou dans une forêt. Et là, en fait, c'est finalement quelque chose d'hyper naturel pour lui que la phase suivante, l'étape suivante, ça a été Spider-Man. Parce que c'est comme si la caméra d'Evil Dead, c'était désormais le personnage principal de son film, quoi. C'est-à-dire, c'est un mec qui va se balancer partout dans New York et que lui va pouvoir adapter et maximiser à fond sa réal sur Evil Dead. Et c'est pour ça que, pour moi, personne d'autre que Sam Raimi n'aurait fait les 3 premiers Spider-Man de la même manière que lui. Et c'est ce qui rend ces films, avec leurs qualités et leurs défauts, avec l'usure du temps, des films qui tiennent vraiment la route parce qu'ils ont effectivement une vision d'auteur de A à Z, que ce soit dans la manière dont les personnages sont écrits, la manière dont on les filme, et effectivement cette façon de prendre des cases de comics et contrairement au Hulk de Ang Lee par exemple, je pense aussi au Sin City de Rodriguez ou même à Watchmen, plutôt que de reproduire presque à l'identique parfois des cases, c'est de trouver le rythme de Ditko, vraiment, qui est son maître. Enfin, je pense que c'était la Bible, les Spider-Man de Ditko, et de les adapter aux médias cinématographiques. Et je pense que Sam Raimi le fait vraiment à la perfection, quoi. Avec ce plan-là, là, avec les boulons qui sautent, tu peux imaginer la case de BD avec un boulon, 2 boulons, Ouais. 3 boulons et la tête de l'homme sable, machin. Enfin, tu penses BD quand tu vois certains plans et tous les films ne procurent pas cet effet-là. Non, parce que ce qui joue aussi, et ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que c'était des films de réalisateurs, c'est que maintenant, quand un réalisateur est engagé sur un film Marvel, les scènes d'action sont déjà en prévisualisation depuis 2-3 ans. Tu vois, Ouais. les frères Russo qui te font croire que c'est parce que les gens ont aimé Avengers Endgame qu'ils n'ont pas voté Trump aux États-Unis. Tu te dis, mais les scènes d'action, avant que vous soyez là, elles étaient déjà en train d'être prévisualisées. Donc en fait, c'était déjà fait par une autre équipe. Là, au moins, tu vois, le côté organique, tout ce que vous disiez, on le retrouve parce qu'il y a une vision cohérente, puisque c'est Sam Raimi qui a pensé les scènes d'action comme les scènes de dialogue de la même façon. Et ça se ressent. Et tu dis pas pourquoi est-ce que peut-être les pauses dont tu parlais, Elles des fois, servent à tu te dis, propos. ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, Oui, et puis elles ça- portent ça la patte aide. de leur réalisateur. Enfin, un bon exemple récent, c'est les Immortels de Chloé Zhao. Chloé Les Zhao. éternels. Les Éternels, Ouais. pardon, de Chloé Zhao. En même temps, où, Ils sont Tarsem immortels Singh aussi, aussi, hein, ça oui, marchait oui. aussi. où les on a Immortels. effectivement une réalisatrice avec une patte et qu'on a pris entre autres pour ça. Et quand d'un coup le film on arrive au climax et que c'est une immense scène de baston, t'as vraiment plus l'impression que c'est la même Tu personne sens, derrière la tu sens caméra. qu'elle Et était tu sens que le prise par truc code, ils ont fait, hop, tiens, ils l'ont était remplacé. préparé en amont et tu ressens jamais ça dans les Spider-Man de Sam Raimi. Tout est fluide, quoi. Alors, Et tout raconte quelque chose. on parlait tout à l'heure du méchant, tu disais c'était sans doute le bouffon vert le plus iconique. Le meilleur méchant dans cette trilogie est celui qui catalyse un petit peu comme ça. Docteur Venom, Dit Octopus. On a Docteur Octopus de côté. Octopus. Bah, Non, mais c'est pas trollé. Bah, si je dis que le meilleur film est le deuxième, c'est forcément Docteur Octopus, du coup. Pour le coup. Toi, tout le monde a Octopus. Alors pourquoi? Non. C'est le personnage, c'est son traitement, c'est son écriture, c'est la première fois qu'on voyait aussi des super-héros se battre vraiment à l'écran. Je pense que ça marque pas Ouais, mal. puis, il y a le côté où, ce qu'on disait tout à l'heure sur le bouffon vert, c'est avec le costume du bouffon vert, déjà à l'époque, il faisait vraiment très Power Rangers. Là, les tentacules rentrent très très bien. Et il y a ça, et je trouve que en fait, tu ressens plus le côté humain. Tu le ressens. En plus, surtout qu'en fait, on le connaît au début. Autant Willem Dafoe, il a une tête inquiétante. Et tu sais Il joue dès le- toujours des rôles. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, tu sais que même s'il est Il a la censé être tête de gentil, l'emploi. le mec, il a un truc qui est louche. Tu dis, De c'est base, Oscar qui le fait- il fait personnage n'est manipuler. pas non plus très. Ouais, voilà. Tu sens Il qu'il est faut pas- un rien pour qu'il bascule du Ouais, côté c'est ça. obscur, quoi. Alors que justement, en fait, Alfred Molina, qui généralement, à part dans Indiana Jones 1, incarne des personnages assez gentils en général, bah, tu vois la bonté sur son visage et en fait, tu comprends son basculement. En fait, c'est beaucoup moins brutal que le bouffon vert qui, d'un coup, son expérience a foiré. Il s'est dit, c'est parti, vas-y, je vais tuer tout le monde. Là, Alors, Octopus, pardon. vraiment, il y a un côté, ouais, c'est presque l'inverse de Spider-Man. C'est qu'en fait, si Spider-Man n'avait pas été mordu par une araignée, mais qu'il avait subi ce qu'avait subi Octopus, Mm. et que ça l'avait rendu un peu fou, bah ouais, tu comprends en fait ce qui peut arriver. moi, alors, j'aurais, comme tout le monde, je pense, tendance à dire le Docteur Octopus, mais en fait, j'aimerais bien. Vraiment Venom, en fait. c'est Non, ça. non, pas Venom, mais en revanche, vraiment Harry Osborn, en fait, parce que c'est quand même le mec que tu vois sur le plus long terme, c'est-à-dire sur les 3 films,
passer du meilleur ami de Spider-Man frustré de son absence de relation avec son père et jaloux d'abord de Peter Parker, puis en colère contre Spider-Man, qui pense avoir tué son père, devenir petit à petit le vrai némésis de Peter Parker, parce que c'était son meilleur ami en fait. Donc moi je trouve que c'est peut-être le méchant dont l'arc narratif sur la durée est le plus intéressant. Même si Dr Octopus c'est le sang, mais Après, Harry, il est bâclé dans le 3. Hein. Le côté Je suis pas d'accord. reverse swap du je suis personnage. pas d'accord. Je suis pas trop d'accord. ça dépend. Et c'est un truc sur lequel son mindset changeant un plat. Enfin. Ah, son mindset, il est déjà, Bah oui. il switch déjà dans le Ouais. 2 quoi. Enfin, Oui, mais il est, enfin, il est- Là, il y a T'as deux films pour qu'il switch d'un côté, quasiment. Ah oui, oui, Voilà. oui, 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 oui. Et en quoi 20-30 minutes dans Oui. l'autre, il switch. Enfin, c'est. Ouais. Bah, ça, c'est Mais encore un c'est problème lié à le la- problème lié à Ouais, problème d'équilibre quoi. Voilà. Mais c'est vrai que moi, un truc que j'avais adoré quand j'ai revu les 3 Spider-Man de Sam Raimi, c'est que à la fin du 2, donc, Harry découvre que effectivement son père était le bouffon vert. Il a découvert que Peter était Spoil. Spider-Man. Donc du coup, il vrille complètement. Et en fait, la dernière scène où tu le vois, il a une cravate, une petite cravate vert foncé, et en fait, qui te signale que ça y est, il est en train de basculer et que la prochaine fois que tu le verras, ce sera a priori le nouveau bouffon vert, ce qui est le cas. Et je trouve ça très bien aussi, même rien sur des petits détails qui illustrent vraiment ce que va devenir le personnage. Avant Je pense qu'il que soit sans, comme- je pense voilà. que sans, je pense que sans Venom, Ouais. l'arc final de Harry Osborn aurait pu être vraiment plus abouti. Et, À condition qu'il reste. Que son mindset ne change pas, en fait. Non mais c'est peut-être ça, c'est qu'en fait ils ont dû précipiter parce qu'il Ouais, a c'est fallu rushé, rajouter Venom qui fait c'est que rushé. ils pouvaient pas, s'ils avaient pu rallonger le film de 1 heure Ah ouais. et rajouter Venom, bon peut-être que ça serait passé. Là ils ont dû rajouter Venom et garder bah, la même resserrer durée. resserrer le truc. Venom, Alors qu'aujourd'hui, les films de 3h30, Non, mais- ça fait peur à personne. oui, c'est Venom, Ah, Venom, c'est problématique. Tu vois, la preuve, au final, le bouffon vert a tenu sur un film. Le Docteur Octopus tient sur un film. C'est des méchants iconiques. Venom, il méritait d'être seul au centre des débats sur Ah un oui. film. Tu vois. Pas besoin de l'homme sable, pas besoin de Harry. Il partage pas. C'est méchant ce que je veux dire, mais Venom, il partage pas la vedette avec d'autres méchants dans un film. Tu connais Mais pas avec la on caméra. En plus, l'a le vu truc, dans c'est que Venom 2, Sam Raimi, il s'en foutait un peu de Venom. Il Ah a oui, pas mais envie de le faire, clairement. lui. Enfin, tu vois, lui, il a toujours été très explicite sur le fait que son Spider-Man à lui, c'était le Spider-Man de l'âge d'or et que, Oui. en gros, quand on en est arrivé à Venom dans les comics en méchant dans les années 80, Sam Raimi, il avait déjà lâché le truc et donc ça ne l'intéressait pas. C'est juste que c'était un méchant tellement populaire que Sony a dit mais non, mais en fait, tu vas le mettre, mon petit père. Et, Venom, Carnage, c'est. et c'est dommage parce que je pense que effectivement, qu'on aime ou pas le personnage de Venom en dehors du film, il aurait mérité mieux que. Il mérite mieux tout il a- court, parce qu'il faut pas oublier Oui, qu'il a deux il films mérite mieux solo. par la suite. Et on va les oublier. Mais c'est dommage que ça ait été imposé à Sam Raimi, alors qu'on voit que même un réalisateur extrêmement doué et qui a des choses à dire avec sa grammaire cinématographique, quand tu lui fous dans les pattes un truc qui ne lui parle pas, bah c'est pas bien. Ça marche pas. Et Surtout qu'en tu vas plus, faire de les, la magie. Ouais, les mais deux il films arrive d'avant quand avaient bien même. marché, donc tu peux pas lui dire bon, moi, ça a foiré, vas-y, maintenant on va faire ça, tu Non, vas non. nous écouter. C'est que les deux films ont été acclamés et en plus ils ont marché au box-office. Ouais, ouais. Mais c'est dommage que Sam Raimi n'était pas très chaud pour Venom parce que avec sa patte, il a quand même réussi à certains endroits à faire quelque chose d'intéressant. Je pense notamment à la scène où Spider-Man il l'encercle Et les là. films- avec, Ouais, c'est la scène de fin. c'est la scène de fin. Elle est super bien, elle est très Ouais, il y bien a des écrite, très trucs. bien pensée et plutôt Même bien la scène foutue. dans le clocher Et, quand Peter essaie de se débarrasser oui. de Venom avec la cloche qui sonne. Mais ce Il y a des trucs c'est intéressants. ce qui est terrible, c'est de se dire Spider-Man 3, Sam Raimi s'est collé de gré haut de force au personnage. C'est quoi? C'est Andy Serkis qui est sur le deuxième, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais. Bah, au final, on n'a toujours pas le Eddie Brock qu'on mérite, quoi. Ah bah non, ça, C'est Non, mais terrible, même hein. ni avec c'est Tobey une autre Maguire, histoire, hein. mais C'est- bon. ouais, c'est. Heureusement, il y a eu Morbius pour rattraper. Oh, Oui, oui. bien sûr. Oui. Je recentre un petit peu le débat. Ouais. Je voulais vous entendre parler un petit peu du personnage de MJ, de Mary Jane, qui traverse cette trilogie C'est le seul problème. Avec de des cette hauts et des bas. trilogie. avec de hauts et des bas. Alors, Mégane, qu'est-ce que Bah, qu'est-ce qu'on en ouais, moi, pense c'est un peu mon point noir de cette trilogie. Pourtant, j'adore Kirsten Dunst et elle s'en sort très très bien, mais elle est tellement mal écrite. Tellement mal écrite. Enfin, vraiment, c'est un personnage féminin tellement mal écrit. Pour un oui ou pour un non, elle va voir Peter ou pas. Puis, enfin, c'est le côté un peu trop intéressé par Spider-Man plus que par Peter Parker. Et Après, c'est aussi gonflant. ce qui fait parfois. Ben, je suis complètement d'accord Ouais. avec toi. Enfin, je trouve que le personnage accuse ses 20 ans, quoi. C'est-à-dire que Oui, je pense oui, que bah oui. les personnages féminins ne sont pas traités du tout de la même manière aujourd'hui. Et après, paradoxalement, je trouve qu'elle a des scènes, quand elle a des scènes fortes, elles sont vraiment très fortes. Oui. Et finalement, le fait qu'elle soit plus intéressée par Spider-Man,
surtout particulièrement dans le premier. Enfin, moi, la fameuse scène du baiser à l'envers entre Spider-Man et Mary Jane, à chaque fois, elle me crève le cœur, en fait, parce que c'est pas Peter Parker qui embrasse la fille dont il était amoureux quand il était ado. C'est Spider-Man qui embrasse Mary Jane parce qu'elle est amoureuse de Spider-Man. Et en fait, le problème, c'est que ça fait avancer l'arc narratif du personnage de Peter Parker au détriment de Mary Jane. Et c'est vrai que je pense qu'elle accuse la période durant laquelle le film a été fait et que c'est vraiment la demoiselle en détresse tout le long du truc. Tout le temps, tomber comme ça. Dans le Ouais. comics, c'est quand même, je vais pas dire, c'est une belle femme dans le comics, je vais pas dire femme fatale, mais c'est une belle femme. Et le truc, c'est que surtout, elle est un peu indépendante. Là, tu sens que dans sa vie, tout lui est dicté. Bon, bah, je me mets avec lui parce que j'avais rien de mieux. Je suis avec lui parce que j'avais rien de mieux. Les scènes de haute voltige, bon, bah, faut toujours qu'on la sauve. Au final, t'en as une, pas besoin d'en refaire 2-3 parce que c'est toujours dans les films, c'est toujours le même mindset qui revient. Faut quand même se rappeler que la personne la plus fragile de l'univers de Peter Parker, c'est Tante May. Et Tante May, il la sauve pas tant que ça. C'est la plus badass, elle donne oui, des Voilà, coups. Tante May, c'est la plus Elle donne des coups plus badass que Mary Jane, c'est vraiment Donc, très bizarre. après, l'actrice joue bien. Le personnage en soi, alors en termes d'écriture, je trouve qu'il y a des hauts et des bas. Dans le premier film, ça va. Dans le deuxième, par moment, ça va. Dans le troisième, ça va. Mais c'est horrible parce que dans le troisième, il y a tellement peu de choses qui à mes yeux vont. Donc voilà. Alors, est-ce que Tu Gwen te rajoutais Stacy... Gwen Stacy. oui, dans ça, le- ça, ça ça, servait à rien. Ça, c'est- Alors, du coup, Ça servait à rien. est-ce que Gwen Stacy, dans la trilogie The Amazing, enfin, Oui. Le diptyque. Oh, diptyque. Oh, Ce n'est qu'un diptyque pour l'instant, les infos, à ce jour. est-ce que ça va mieux sur le Ah bah elle est personnage géniale Gwen Stacy Ouais. dans C'est Emma Amazing. Stone. Elle est Et trop puis en bien. plus, il y a une vraie alchimie entre Andrew Garfield Eh oui. et Emma Stone qui en Ouais, plus il y a étaient un vrai ensemble truc. à ce moment-là et ça crève l'écran. Je pense que qu'on aime ou pas les Amazing, tu peux pas leur enlever le fait que le duo principal et en plus le réalisateur est assez bon pour ça parce qu'il a fait 500 jours ensemble. Il sait diriger des acteurs dans des moments un peu humains et alors, c'est vrai que leur alchimie, mais elle est d'une évidence. Donc oui, il y a même pas photo en fait. Bryce Dallas Howard, elle fait ce qu'elle peut, mais elle- dans Bah, dans, Gwen Stacy dans Gwen Spider-Man Stacy 3, mon vieux. Eh Eh oui. oui. Eh oui, Et les c'est Gwen blondes, Stacy. eh oui. Oui, oui. Elle, c'est totalement elle. Et en fait, tu vois, elle est totalement accessoire. Tu vois, elle sert aussi à Bah jouer oui. la demoiselle en détresse. C'est ça. Après, il s'en sert lui pour rendre rendre Mary Jane jaloux. Mais jalouse. encore après, MJ, encore ouais. une fois, c'est utiliser un personnage féminin pour C'est rendre ça. jaloux un autre Et personnage. c'est que c'est rien un peu qui le, va à ce niveau-là. c'est un peu le syndrome Iron Man 2, c'est-à-dire que tu veux mettre plein de choses. En fait, tu veux faire 4 films en un, et bah au final, ouais, même si c'est mieux que Iron Man 2. Le regret, c'est que tu vois les années, voilà, on la voit, les années passent et tu vois du coup le personnage de Gwen Stacy, donc personnage féminin important, Peter Parker, qui est joué par Emma Stone, et tu te dis en fait Emma Stone, elle aurait pu jouer aussi bien Mary Jane Watson que Gwen Ah oui. Stacy, aucun problème. Oui, bien sûr. Parce que la chimie qu'il a avec Peter Parker, comme je disais, elle est intestable. Et combien même Kirsten Dunst joue très bien, ils ont jamais à l'écran cette. Peut-être dans le 2. Allez, dans le 2, ouais. Mais sinon, dans les deux autres films, ils ont pas cette alchimie, ils sont pas aussi proches de l'acting et pas aussi. Enfin, voilà, les deux, ils puent l'amour dans les deux films, c'est prodigieux. Après, c'est le seul truc réussi, donc bon. Oui. Oui, oui mais bien du coup, qu'il y ait ça un apporte truc toute bien. la force émotionnelle de la Ah bah fin oui, du d'accord. Amazing 2. C'est vrai, c'est Parce vrai. que, heureusement, tu fais la fin de Amazing 2 avec les personnages comme ils sont traités en Spider-Man 3. Ouais. Tu foires un beau truc. Ouais. Ouais, Ouais, ah ouais. ouais. Un mot sur Zendaya, peut-être Bah, elle vous embrasse. Elle vous a bien écouté. Bien. Son personnage de Mary Jane, Ouais, elle est qui est un peu super. différent de celui du comics, pour le coup. Hein. Qui, Ah, au déjà, elle début, s'appelle qui au pas dé- pareil, hein. ouais, qui au Ouais. début n'est pas. En fait, elle Qui est s'appelle MJ, juste. mais qui est pas Mary Jane, c'est C'est vrai. vrai, Ouais. c'est MJ, mais pas Pas Mary Mary Jane. Jane. Ouais, ça, en fait, au début, elle s'appelle juste Michel et tu sais pas que c'est elle. C'est juste à la fin, elle dit ouais, d'ailleurs, on m'appelle MJ. Bah, Zendaya est super comme dans tout ce qui est fait et son personnage est assez cool. Je trouve. Moi, j'aime Ouais. pas parce que j'aime pas les Spider-Man avec Tom Holland, à part le dernier. En fait, c'est juste. Et le premier. C'est et pas, le- c'est pas elle, c'est juste que l'écriture C'est de pas toi, Peter c'est moi. Parker, l'écriture du personnage, c'est très gnangnan. Le bisou à Venise, le bisou à Venise, je voulais. Mais- Mais c'est je des voulais- ados. je m'en Ouais, et- fous. Je C'est voulais. des Oh, ados. on parle pas comme ça des Non, ados, mais s'il te tu plaît. vois, je suis pas non plus très fan de la trilogie Et avec je vais- Tom Holland, mais il faut quand même remettre dans le contexte, c'est des ados. Ouais, mais. Et là, c'est des vrais C'est pour ça que ados. je te dis, je C'est suis pas des gens de 30 ans qui jouent des gens de 17 Et là, ans. pour le coup- Battez-vous Et là, pour le coup, eux aussi, il y a une vraie alchimie entre eux. Mais clairement. oui, Déjà, ils sont, oui, ce oui, sont il y a une vraie alchimie, oui. ce sont de bons acteurs, clairement. Et en plus, sur les scènes entre eux, tu vois que ça marche, les Mais dialogues, ça En fait, fuse. c'est pas mal. Je précise, eux, enfin, après, voilà, je parle vraiment de l'écriture des personnages. Eux jouent bien. Juste que cette bien sûr. version-là de MJ, du coup, on peut dire Mary Jane, et de Peter Parker, hormis sur le dernier, pour moi, c'est
ça me passe. Bon, moi j'aime bien ce couple-là. Je trouve qu'ils sont rafraîchissants, ça sont fonctionne mignons bien. comme Il y a tout. une bonne alchimie, c'est tout mignon, tout plein. Ça rattrape énormément de choses dans le reste de la trilogie. Et par contre, je pense que c'est vraiment, enfin j'espère que ça va être ça, que ils voient ça vraiment comme le premier amour de Peter Parker version Tom Holland, le truc un peu fleur bleue, un peu tout mignon, un peu tout bien, et qu'après on va vraiment basculer dans la suite et qu'il y aura peut-être Gwen Stacy ou oui, je pense plutôt Gwen Stacy dans la suite Spider-Gwen ou ce que tu veux. Ouais, Spider-Man, ce voilà, il dans la faudrait. suite. Il faudrait. Parce que de toute façon, il a tout perdu oublié, Tante May, c'est bon, ça s'est Ouais, réglé. ils ont tout oublié. Il s'est sacrifié aussi, quelque part, donc c'est bon, c'est réglé. Donc maintenant, il a Voilà. porte ouverte. Quoi. Et en plus Gwen Stacy peut être son deuxième premier amour, puisque l'autre a tout oublié, comme Oui. tu disais. Alors, Bienvenue dans Théorie Crafting. Voilà. Charles aussi. non, moi, je Non, mais ce serait bien. voulais revenir Ça change. sur la fameuse phrase un grand pouvoir implique Ah. de De grandes grandes responsabilités, responsabilités. qui vient donc de Spider-Man du premier film. Oui. C'est vraiment une création ou ça y est aussi dans les comics? Là, je me tourne vers Ah les oui, experts. Si, dans les comics, ça C'est y dans est. les comics. ouais. Alors je sais plus quand est-ce C'est que le, c'est c'est dit, le, mais, c'est- c'est le leitmotiv du personnage depuis le début en fait. c'est Ben qui le lui dit. Hein. Ouais, 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 c'est ça, c'est que Ben qui lui dit, ouais. et depuis le départ, mais le truc, c'est que avoir rendu cette phrase aussi forte au cinéma, on le doit à Sam Raimi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que cette scène de dialogue dans la voiture entre Peter qui est complètement en déni et en refus de ce que son oncle essaie de la main juste qu'il essaie de lui tendre, et ce qui va arriver par la suite. Sam Raimi a réussi à faire résonner cette phrase et à en faire finalement ce qui aujourd'hui, aux yeux des gens, est le pitch du personnage de Spider-Man, c'est ça, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, tant C'est- que Peter Parker l'entend pas dans la version Tom Holland, il est pas vraiment, il est vraiment Peter Parker. Dans le comics, la phrase, Peter se la répète souvent. Ouais. Dans chaque épisode, cette phrase, ou presque, cette phrase revient. Dans chaque film, elle ne revient pas. Tu l'entends une fois, tu ne l'entends plus. Et je trouve que c'est la force d'avoir rendu cette Et phrase. il le redit à la fin du premier. Ouais. Lui, Oui. dans, dans sa voix off à la fin. Mais tu l'as pas et tu te dis, systématiquement ça y est, chaque en fait, j'ai épisode. compris, quoi. Voilà. C'est une fois Compris. que c'est dit. Et au moins, il y a le côté, on va pas surjouer sur cette phrase, elle est suffisamment forte. Je pense elle est aussi forte pour les gens comme nous qui avons lu la BD, les BD et qui la connaissions que les gens qui découvrent en disant oh, cette phrase, cette punch, elle est stylée, Ouais, c'est vrai, Parce que je pense que c'était aussi le leitmotiv de Sam Raimi. C'est-à-dire qu'il devait savoir il savait ce qu'il avait entre les mains, il savait ce Ah qu'il oui, avait oui. confié, il savait que James Cameron avait développé un projet. Donc forcément, quand tu dis tu passes après James Cameron, bah, pour mettre en scène un Heureusement que super-héros, c'était pas James Cameron. Hein. bah, ça avait l'air assez glauque quand même. Mon Dieu. Le Ça avait l'air très chelou. Mais Et- Non, toi, non, quand non. tu dis que t'es le premier à mettre en scène Spider-Man au cinéma, bah ouais, bah t'as un grand pouvoir et en gros il s'est dit bah je veux pas prendre les gens pour des idiots, donc tu sens qu'il est vraiment investi, Elle est qu'il aussi fait ça méta, quoi. avec le cœur. Et je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça aussi que la phrase est aussi importante, parce que c'est vraiment Sam Raimi qui se parle à lui-même et qui se dit vas-y déconne pas, vas-y sois sincère et voilà, ça marche au final. Est-ce que cette trilogie a mal vieilli d'après vous ou est-ce qu'elle reste Elle a vieilli, juste. Mon cœur dit non, la raison dit oui un peu. Bah, Les années 2000, oui. Bah oui, capillairement parlant, on peut Oh non, débattre. non, on n'a rien à dire sur les cheveux. Non, les cheveux c'est très bien, je suis D'accord. désolée. Je disais. Les effets numériques ont pris un petit coup dans la tronche. On sera Ouais, pas bien sûr. d'accord. Mais capillairement parlant, on peut en débattre. Après, non, en fait, le truc, c'est. Il y a un côté. Encore une fois, enfin. Les premières planches de Spider-Man, si on les lit aujourd'hui, c'est très kitsch, très machin. Et moi, je vois ça comme une vieille BD de Spider-Man quand je regarde les films de Sam Raimi. C'est au niveau de la colorométrie, etc. Oui, je prends pas des claques comme le MCU aujourd'hui m'en propose ou comme les Amazing m'ont pu me proposer. Mais oui, non, mais après on aime ou on n'aime pas. Mais je veux dire, c'est pas la même densité de couleurs, de profondeur de champ, etc. Mais Ah bah, y en ça a pas, claque. donc oui. Après, celui pour moi qui a le mieux vieilli, ça reste le 2. Hein. Ouais. Moi, je Ouais. trouve que le 3 vieillit mieux que les Spider-Man de Tom Holland. Parce que j'ai revu tous les Spider-Man vraiment avant No Way Home, et tu te dis, bah ouais, en fait, le 3 évidemment a des défauts, mais il est beaucoup mieux à mon sens, que ce qu'on veut nous faire croire. Et donc, ouais, dans les films, ils vieillissent plutôt bien parce que il se focalise sur l'humain. Et Ouais. forcément, si tu fais que des effets spéciaux numériques, bah oui, au moment de ta sortie, c'est spectaculaire. Et en fait, 2 ans après, tu commences Bah à te oui, dire, ouais, c'est déjà passé de mode. Ah ouais. Tu voulais dire un truc? Mais non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand un effet spécial raconte quelque chose, il a beau vieillir, en fait, il raconte toujours une histoire. genre Matrix, Et typiquement. tu vois, typiquement Matrix, ça fait partie de ces exemples, mais on pourrait remonter à des films même encore plus vieux, où il n'y avait pas encore d'image de synthèse, et où tu vois, je veux dire, les dents de la mer, bah, le requin, il est faux. Sauf qu'en fait, Ça marche quand tu le toujours. revois au cinéma, juste, Bah oui. tu t'es estomaqué.
tu vois que ça a vieilli, tu peux pas faire abstraction de ça. Mais en fait, à partir du moment où un effet, quel qu'il soit, participe à la narration, donc oui, ça a vieilli pour plein de raisons. Mais en fait, je les ai aussi rematés récemment, les 3 d'affilée. Et ça, je trouve que au-delà de la nostalgie, qui évidemment, on va pas se mentir sur le fait que la nostalgie rentre en ligne de compte, mais en même temps, on va pas s'empêcher d'être heureux non plus à l'idée de revoir un truc qu'on a kiffé. Au-delà de ça, c'est très digeste, quoi, tu vois. Et je trouve que en termes de rythme et en termes de, ça n'a rien à envier du tout, voire même l'inverse, à ce qui peut se faire aujourd'hui, quoi. Comment vous convaincriez quelqu'un qui hésiterait à se jeter dedans en se disant que ça a 20 ans et que du coup... Eh ben, je fais comme j'ai fait avec mon fils. Je l'attrape. J'ai envie de faire le callback. Scandaleux. Pas du tout. Comment ça se passe à la maison? C'est en mode, écoute, c'est bien beau là. Tu veux manger ce soir ou pas? Voilà. Les BD, Ultimate Spider-Man, tout ça, les films d'animation, c'est cool. Viens, on se pose et je te montre les films de Sam Raimi. Au moins tu regardes. Si t'aimes pas, je te force pas. Il a regardé. On est d'accord sur le 3e. Voilà. Mais il a regardé, il m'a dit ok. Et honnêtement, il a connu d'abord avec The Amazing Spider-Man, avec Tom Holland. Pas loin, je pense qu'il aime beaucoup avec Tom Holland, puis c'est sur sa génération forcément. Ça parle plus que moi, je pense aujourd'hui, hein, même en termes de thèmes et un petit peu d'univers. Mais il a beaucoup d'attachement pour Tobey Maguire aujourd'hui. Donc, j'ai réussi à me parler. Voilà. Moi, je dirais que c'est très bien. Fais-moi confiance, c'est très bien. Exactement la même chose. Vas-y, viens. Avant de se projeter un petit peu sur le futur, juste un mot pour la musique. Bien iconique qui est devenu le thème de Spider-Man maintenant. Daniel Spider-Man. Daniel Elfman. Au top de son game, de son super-héros game, quoi. Alors justement, pourquoi cette musique est aussi marquante? Qu'est-ce qui fait que, quoi, quand, où? Là, je ne saurais pas Je expliquer. pense que ça s'explique pas. Pourquoi le thème du Seigneur des Anneaux, toi qui es fan, marche aussi bien? Pourquoi le... En fait, ce qui est dingue, c'est que tu vas voir un film au cinéma et au moment où la musique passe, tu te dis, ça ne pouvait être que celle-là. Le thème des Avengers, ça ne pouvait être que ça. Le thème de Spider-Man, ça ne pouvait être que ça. Et le thème de Batman, ça ne pouvait être que ça aussi. Après, ce qui est très fort, c'est que Daniel Elfman fait les deux. J'ai une petite explication qui peut sembler un petit peu abstraite, mais il y a aussi la relation qu'entretient un compositeur avec le réalisateur avec lequel il bosse. C'est-à-dire que Daniel Elfman, avec Tim Burton, c'est une sorte de symbiose qui fait que même les moins bons films de Burton sur lesquels Danny Elfman a fait la musique est exceptionnelle. Avec Sam Raimi, et entre Sam Raimi et Elfman, du moins sur les 2 premiers Spider-Man, il y a une alchimie, il y a vraiment une symbiose entre les deux qui fait que en fait ça marche, quoi, tu vois. Et effectivement, c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment du domaine de l'artistique pur et dur et de 2 artistes qui se rencontrent et d'un réalisateur qui fait le choix d'avoir ce mec-là. Mais en fait, le choix n'est pas anodin de base. Et je pense que il y a eu énormément de discussions, de versions alternatives pour en arriver au thème parfait qu'on a dès le premier générique du premier Spider-Man, où tu es là genre... Ouais. Mais je pense qu'on en revient à un fond quand même horrifique. Moi, je pense que quand même toute l'origine du travail de Sam Raimi transpire vraiment dans la trilogie, et il y a un petit côté un peu musique de train fantôme, je trouve, dans la musique de Spider-Man, et ça marche trop bien, quoi. Oui, C'est des le côté des cordes, des violons dissonants, des trucs. et- Bien sûr. On parle d'une j'aime araignée, donc ça... Ouais. Donc, Bah oui, peur, ça fait etc., très faut que ça Halloween, rassure. ça fait très Halloween, Ouais. quoi. Voilà. Alors, 2 questions pour terminer. Peut-on espérer un retour d'Andrew Garfield dans le rôle de The Amazing Spider-Man avec tout ce qu'on sait aujourd'hui? Franchement, Et je lui conseille. est-ce qu'on le souhaite? Je lui conseille pas. Ouais, voilà. Alors moi, on le souhaite, non. En fait, le mec, il s'est quand même fait vomir dessus allègrement. Oui. Là, d'un coup, c'est parce S'il qu'il a un est venu dans un minimum film qui a bien d'ego, marché. Les gens disent voilà. Et puis le mec n'est pas devenu une carpette. Pas parce que des gens vont vouloir qu'il revienne, parce qu'il y avait cette rumeur assez lunaire disant que oui, ils ont décalé Morbius de 1 mois pour inclure Andrew Garfield. Mais lui, non, il est- le mec, c'est pas parce Ça que va pas. les gens ont envie de le voir dedans qu'il va dire ah bah oui, je vais faire tout et n'importe quoi. Je pense que lui... Le mec a frôlé un Oscar pour un film qui n'a rien à voir avec Ouais, mais Spider-Man. je pense Il que a une lui, carrière à je côté. pense que lui, il a mal vécu le fait d'être cut de tout ça. Ouais. Si on mais il lui s'en est offre la raison. possibilité aujourd'hui, je sais pas. Après, Ouais, mais ça pour se les- trouve, les gens vont encore vomir dessus. Il va dire d'accord, vous. pour les ça me avoir gonfle. revus et d'avoir revu aussi cette espèce de scène alternative, etc., pour la fin du 2e, je me dis quand même, quand tu vois ce qu'il y avait... Enfin, moi, j'aime bien lorsqu'une trilogie va au bout de son truc. Je déteste les trucs inachevés. D'accord. Alors, est-ce que je lui conseillerais d'y aller? Jamais de la vie, frérot. Comme je reviens vos avis. Ton train est passé et laisse tomber. Maintenant, oui, si faut un peu essayer de sauver les meubles avec un Venom qui est en train vraiment de nous faire vomir par les yeux et par les oreilles du sang littéralement et par hectolitre.
Et bah, Est-ce que envoyez Tom Holland, ça, il est déjà en poste. Bah, malheureusement, ce sera Garfield qui sera envoyé, hein, s'il faut. Ouais, mais est-ce qu'il le voudra? Moi, je pense que c'est un acteur que j'adore de toute façon avant Spider-Man déjà. Je le trouve très bien en Peter Parker. Et je trouve que ce qu'il fait depuis est très bien. Donc il n'a pas besoin de refaire du Spider-Man, surtout pas parce que les fans le demandent maintenant après lui avoir vomi dessus pendant quasiment 10 ans. Et alors, même question un petit peu, mais quid d'un retour de Sam Raimi pour un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire? Est-ce qu'il y a encore des choses à raconter? Bah, ils avaient des choses à raconter parce que le 4 a été annulé. Alors, Non, vous n'êtes pas d'accord pourquoi? Battez-vous, mais d'abord, moi, en fait, les arguments. Moi, j'ai trop peur. J'ai peur qu'on le laisse pas faire ce qu'il veut Oui, faire. Et donc, déjà. je pense qu'il faut laisser les choses là où elles sont. On l'a laissé Faut faire arrêter Doctor de Strange vivre. quand même. Hein. Oh, pas tant que Pas ça tant non que ça, plus. pas tant que ça, pas tant que ça. Pas On tant l'a que ça. laissé faire les 2 tiers, quoi. Écoutez, c'est pas ce qu'il Plus a que certains, plus que d'autres. C'est pas ce qu'il a heureusement. dit. Plus que Chloé Zhao. que d'autres. C'est pas ce qu'il a dit. Évidemment, il va Après, dire Chloé Zhao, j'ai lu en mais- interview. Excusez-moi, je ressors un petit Ouais, peu. mais non, moi, Mégane, ça me pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? Oui, j'aurais trop envie, évidemment. Oups. Mais non, j'aurais trop peur qu'on le laisse pas faire ce qu'il veut faire. Et je pense qu'il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut avancer, et laisser les choses là où elles sont. Et revoir avec grand plaisir à chaque fois la trilogie qui nous a gentiment et grandement offerte. Mais il faut arrêter. Surtout qu'il était censé lancer quand il devait faire Spider-Man 4 qui a été annulé. C'est pour ça qu'il y a eu ce reboot parce que Sony ne voulait pas perdre les droits. Donc Ah non, mais qui viennent pas Bah, faire la suite du 3. Hein. je sais Alors, pas si le Jo, mec va repartir est-ce que- comme ça en fait. Spider-Man 4, toi tu dis que t'étais plutôt enthousiaste, a priori. Pas la suite du 3, s'il vous plaît. Enfin, moi, tu me dis Sam Raimi refait un Spider-Man, je signe. Tu me dis Sam Raimi fait la suite de Spider-Man 3, non, c'est hors de question. En revanche, moi, je serais plus du genre à avoir envie de voir Sam Raimi s'attaquer à nouveau au genre super-héroïque, mais pas forcément, même si j'ai aimé plein de trucs dans Doctor Strange, j'aimerais le voir sur un truc décorrélé du MCU, en fait, et de toute la machinerie que ça impose autour, de tout le respect de tout l'univers qui a été monté par Kevin Feige. J'aimerais bien revoir Sam Raimi sur le genre super-héroïque, mais de manière plus à échelle humaine. Un peu comme ce que James Gunn a fait sur Suicide Squad, où tu sens qu'il avait vraiment les mains beaucoup plus Un peu, libres, quoi, tu même vois. si c'est inclus dans un univers. Et, Parce que il Sam fait Raimi plaisir. a fait que les 2 premiers Spider-Man. au final, Ouais, voilà, pour c'est que ça. devienne mécanique. Quelque chose de. Voilà, donc là, évidemment, Mais moi, Kevin Feige ne signe, laissera pas, hein. et même pour Spider-Man, je signerais, mais effectivement, j'aurais vraiment des réserves quant à continuer sa trilogie, non. Moi, je suis partagé quand vous dites il n'a pas eu les mains libres sur Doctor Strange. En tout cas, c'est pas le sentiment que j'en ai Pas en allant voir le totalement. film. Maintenant, je me dis, bon, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a une Feige est allé chercher Sam Raimi pour cette patte horrifique pour Doctor Strange. Donc, il savait ce qu'il voulait, il l'a obtenu, très bien. Je pense qu'aujourd'hui, si tu donnes la main à Sam Raimi, sachant que dans le film, Doctor Strange, il est toujours là à chaque plan, mais c'est moi Sam Raimi, vous voyez ce plan-là, c'est bien moi, etc. On sent bien qu'il a aussi un devoir d'identification, ne serait-ce que pour une génération qui ne le connaît pas. Bah, moi, pour le 4, je serais OK, mais avec qui? Enfin, tu peux pas mettre Maguire. C'est en vrai, le projet. Alors, un Maguire vieillissant qui passe le relais à Miles Morales. À Miles Morales, ouais, peut-être. Non, il faut que ce soit fait avec Tom Holland. Oui, voilà, ça sera fait avec Tom Holland et pas avec lui. Donc, c'est déjà casse-gueule. Par contre, l'idée de Joe, je la retiens dans le sens où il y a tellement, en vrai, de super-héros, aussi chez Marvel ou autre maison d'édition. La vie ne s'arrête pas qu'à Marvel et à DC, qui mériteraient une exposition en film. Et Sam Raimi peut leur apporter cette patte-là, quoi. Écoutez, Par exemple, tu lui aurais filé Moon Knight, Ah oui, c'est autre chose. t'aurais peut-être eu un autre délire, T'aurais un truc urbain. Ah, le pavé. sans vouloir tirer sur les Ça ambulances. aurait pas été la nuit au musée, c'est sûr. Donc ça, Non. c'était notre petit tour d'horizon et notre retour sur la trilogie de Sam Raimi sur Spider-Man pour les 20 ans du premier film. Merci beaucoup à vous tous pour ce sujet rondement mené, je trouve. On va laisser la parole à Mégane. C'est le journal des sorties, ça sort. Ça va. Les incontournables, Oui. Mégane, pour commencer, ça sort au cinéma. On Ouais. en a parlé tout à l'heure vite fait, on l'a Oui. teasé. On l'a teasé tout à l'heure, Max l'a teasé tout à l'heure, c'est Buzz l'éclair. Alors, si c'est Tout à pour l'heure, montrer, c'était si c'est ça, pour me montrer et l'heure, maintenant, je ne c'est sais pas ça, quelle heure il est. C'est le laser, mais imagine un peu. Ah oui, d'accord, ah oui, Donc effectivement. Buzz l'éclair Ah, je d'Angus ferme les yeux. MacLean. N'importe quoi. Donc Buzz l'éclair d'Angus MacLean avec la voix donc VO de Chris Evans. Et en France, vous savez qui c'est? François C'est- Civil. François François Civil. François Civil. J'ai dit François Civil. François Civil. Oui, remarque. C'est le François Civil de Wish, en fait. Voilà, c'est ça. François Civil. Mon Dieu. Ok. Bref, donc Buzz l'éclair. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, ça a été un petit peu compliqué la mise en marche de ce projet parce que on a un peu tout entendu sur ce film Buzz l'éclair. Et si j'ai bien compris, c'est ce que mes collègues qui ont pu le voir m'ont dit. Et si je l'ai bien compris, c'est un film sur donc Buzz l'éclair, celui qu'on connaît tous de Toy Story. Mais c'est le film qu'Andy a vu au cinéma Et qui lui a donné et envie qui a d'avoir le- découlé ensuite Qui a la donné fabrication de ce jouet. le jouet. Voilà. Ok.
Ah, c'est le film qui. D'accord, c'est même pas. En fait, c'est un film de 1995 Voilà, ça qu'il se a passe vu avant et il Toy a Story. demandé un jouet Buzz l'éclair à son anniversaire. Voilà. Spoiler, Disney va. Parce qu'il a vu le film Buzz l'éclair. Spoiler, Le pas film que nous- trop, hein. Non, spoiler, Disney va film le que nous allons regretter, voir. je pense, cet amalgame entre c'est le personnage qui a inspiré les jouets à le film qu'Andy a vu. C'est une petite nuance, mais en termes d'explication, c'est pas fou, je trouve. Mais après, c'est un débat. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu en as entendu du bien? Est-ce que tu veux aller le Alors, voir? je ne l'ai pas vu. Ce qu'on m'en a dit me donne envie. Et j'ai eu quasiment que des retours positifs. Que des retours positifs. Donc c'est Quasi. c'est- Donc oui, j'ai très envie de le voir. Joe, je suis très curieuse en tout cas. Est-ce que tu le conseilles ou est-ce que tu as envie d'y aller? Non, alors j'ai envie d'y aller. J'ai un tout petit peu peur, pas peur que ce soit pas bien, mais j'ai vraiment je porte tellement en très très haute estime les Pixar de la grande époque que j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers un film de genre plus lambda, on va dire. Mais je vais y aller avec mon fils et je pense qu'on boudera pas notre plaisir, si tu veux. Mais je m'attends pas à Up ou Wall-E, quoi, si tu veux. Ouais. Voilà. Mais au-delà de ça, j'aime le personnage, la direction artistique me plaît vachement, donc je vais y aller clairement demain, quoi. C'est un oui, Lanix. J'ai vu 2 fois tout seul en famille, c'est un grand oui, même si le film est en 2 parties. On en parlait avec Max avant. La première partie est exceptionnelle, la deuxième partie est un peu rompiche. Et le gros plus qui va refaire vendre des jouets, c'est le petit C'est le chat. petit Et chat. clairement, Le petit Bah, chat. déjà, il y a là, un chat de voilà, toute façon. le chat, c'est Le la masterclass petit du chat. film. Max Ah voilà, il a spoilé, donc moi j'ai vu le film aussi, je trouve ça plutôt sympa, je suis moins convaincu par la deuxième partie, mais au moins, tu vois, Pixar fait un film de SF, la DA est vraiment chouette. Le seul bémol que j'ai, c'est que c'est un peu comme pour le film Joker, tu sens que Pixar s'est dit, si on faisait un film de SF, et on leur a dit, ouais, moyen, et après quelqu'un a fait, mais si on en faisait un film Buzz l'éclair, ils ont fait, ouais, là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à expliquer ce projet, parce qu'eux-mêmes Ouais, avaient eu du mal à le raccorder. Mais c'est un chouette film de SF et un chouette film Pixar. Toujours au ciné, Mégane. Toujours au cinéma, Elvis Presley, Ma vie, mon œuvre, Elvis. Vu par Baz Luhrmann, donc, qui a fait Roméo plus Juliette, Moulin Rouge, voilà, si vous voulez identifier cet univers tellement pop et coloré de Baz Luhrmann. Et donc là, il s'attaque à Elvis, sa vie, son œuvre musicale, mais aussi à travers sa relation qu'il a avec son manager, qui est joué par Tom Hanks. Colonel Parker. Colonel Parker, et donc Colonel Tom Parker qui va donc façonner la carrière d'Elvis Presley, qui est joué par Austin Butler, qui, on le sent, est très habité par cet homme, par ce personnage, et qui a travaillé vraiment d'arrache-pied pour se glisser dans la peau d'Elvis. Alors c'est autant un film sur le colonel qu'un film sur Elvis. Et sur les États-Unis. Et Je sur pense les que c'est États-Unis, vraiment, ok. ça raconte énormément de choses. Je l'ai pas vu le film, mais Max en discutait parce qu'il était présenté à Cannes en hors compétition. Mais du coup, t'as quand même envie d'aller le voir. Je suis très curieuse, ouais, très curieuse. 2h40 quand même le film. Hein. Joe, C'est un Marvel. Ouais, moi je vais y aller. Je vais y aller. Je suis pas toujours client de Baz Luhrmann, mais en revanche, je suis toujours client d'Elvis Presley, car le rock coule dans mes veines et c'est un personnage qui me fascine depuis l'enfance et je trouve que le traiter sous l'angle relation avec le colonel Parker, qui lui aussi est un personnage, je pourrais vous parler des heures de ce mec qui est un des managers les plus emblématiques de l'histoire du rock, qui a construit le premier super-héros rock'n'roll, si tu veux. Que je vais aller voir ce film parce que Tom Hanks. Voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'ai un peu peur de tout l'aspect de carnavalesque un petit peu de Baz Luhrmann. Et en même temps, des images que j'ai vues, j'ai l'impression que ça peut me cueillir. ça peut te Voilà. cueillir. Nanix. C'est oui. Après, la durée, c'est un peu long pour un biopic, non? Enfin. Après, il raconte beaucoup, mais il y a beaucoup deux de choses. personnages, ouais. non Voilà. Puis ça s'étale sur plusieurs années aussi. Ouais. D'accord. hein. Sur plusieurs décennies, en fait. Tu Plusieurs commences dans les décennies, années 40 et tu finis dans les années En tout 60. cas, oui, Ouais. oui, parce que Elvis, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, c'est oui. Faut voir. C'est oui. Donc moi j'ai vu, j'aime vraiment le film. Alors voilà, c'est du Baz Luhrmann, donc t'as toujours un trop plein. Ça commence un peu comme Moulin Rouge, c'est-à-dire que t'es parti dans un tourbillon où tu dis, waouh, c'est complètement fou. Et après tu dis, en même temps 2h40 comme ça, Je vais avoir la gerbe. ça va être dur. Et après bon, ça va, il se redescend. calme. Ouais. Et donc ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un biopic, mais c'est plus en fait il y a des parallèles entre l'histoire d'Elvis, et l'histoire des États-Unis, parce que ça se répond évidemment. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose de. Tu te rends un peu plus compte de l'importance qu'avait Elvis pour l'époque. Et puis, il y a un truc. Alors, on est peut-être c'est peut-être un peu tôt, évidemment, pour parler d'Oscar, surtout que la campagne commence plus tard. Mais Austin Butler dans le film, putain, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Vraiment, tu disais, il a l'air habité. Je pense qu'on est au-delà de ça. Physiquement, ils ont fait en sorte qu'il ressemble, mais dans la gestuelle, dans les mouvements, il y a des moments où tu te demandes si c'est pas des images d'archives, ils ont grugé un peu. Parce que c'est un des trucs absolument bluffant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un biopic avec un acteur aussi fou dans le rôle. Plus convaincant que Rami Malek en. Il a C'est pas compliqué. il a pas de moustache compliqué, évidemment. En même temps, Rami Malek, le seul truc Il y a qui pas de tenait prothèse la à la route, c'est que dans la physicalité, c'était moins pire. Ouais. Là, vraiment tout le temps, tu te dis mais le
le mec, ce qu'il fait, il s'est entraîné pendant un an et demi, et il est brillantissime dans le film. On reste au ciné. Ouais, c'est dommage que Genius soit pas là parce que c'est une bonne comédie pour lui, je pense. Ça s'appelle L'Homme Parfait, avec Valérie Carcenti, Didier Bourdon et Pierre-François Martin Laval. Voilà, l'affiche raconte un peu toute l'histoire. Hein. Voilà Hercule. L'homme parfait, il existe, mais c'est un robot. Donc c'est une femme au foyer qui est complètement débordée par sa vie de famille, par un mari qui la lâche, par son travail aussi qui est très prenant. Et elle décide d'acheter un robot à l'apparence humaine pour l'aider. Mais le robot a aussi un physique parfait. Et il répond vraiment à toutes ses attentes. Donc la maison, le ménage, tout ça. Et un peu plus encore. Et un peu plus encore. Est-ce qu'on a envie d'aller le voir? Est-ce qu'on le conseille, Mégane? Je ne l'ai pas vu et si j'ai le temps, pour être gentil. Joe, Les journées ne font que Écoute. 24 heures. Why not? c'est Tu un vois, why moi, not? parfois, je prends des risques. Pourquoi pas? Parce que rien que pour voir Pef, je suis toujours content quand il est quelque part, donc pourquoi pas? Alix, Oh, ce sera la télévision. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, oui, à la télé. Oui, à la télé. Hein. Je vais pas y aller demain au cinéma. on sera plus à la Oh. télé. Alors, j'avoue que VOD. même si les journées duraient plus de 24 heures, je suis pas sûr que j'irais. Allez, la punchline. On passe du côté de Netflix, s'il te Du plaît, côté de Mégane. Netflix, donc ce vendredi, grosse sortie, c'est Money Heist Korea. Donc là, c'est le remake coréen de La Casa de Papel, l'énorme phénomène Netflix, hein, évidemment. Donc là, on est sur 12 épisodes. Donc, ce qui est intéressant dans cette série, parce qu'en fait, ça reprend vraiment peu ou prou l'intrigue de La Casa de Papel, le cast avec les personnages, le professeur, Berlin, Tokyo, Rio, tout ce que vous voulez. L'intrigue est quasiment la même, il y a très peu de différences, quelques petites subtilités. Mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est le contexte sociopolitique de la série. Parce qu'en fait, on est sur une série qui se passe en 2023, où en fait, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont quasiment en paix. Et ils ont un socle commun d'économie commune, en fait, et une même monnaie. Et donc, voilà, les frontières sont baissées. Il y a vraiment Une uchronie, en fait. un peu une uchronie. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est ce contexte-là qui va favoriser le plan du professeur. Ok. Donc, cette partie-là est vraiment très, très intéressante dans la série. Et ça joue aussi beaucoup sur les histoires des personnages parce qu'on parle d'immigration, on parle de guerre, on parle de séquestration, on parle d'identité culturelle. C'est super intéressant ce côté-là dans la série. Donc tu conseilles. J'ai vu la moitié, je la conseille. moitié, tu Ouais. conseilles. Alors, par contre, les épisodes durent 70 minutes. Voilà, je préviens. c'est une série Oui, coréenne. Voilà, Ok. voilà. Joe, Adios. Oh bah 70 minutes, c'est sans moi. Non, écoute, j'ai vraiment pas aimé La Casa des Papel. En partie justement parce que je trouvais que ça manquait vraiment de fond. Donc là, peut-être pourquoi pas, puisque justement si le contexte sociopolitique fait partie intégrante du récit, why not? Mais franchement, moi, une série avec des épisodes de 70 minutes, c'est too much. j'ai pas le temps, quoi. Alix, Moi, j'en pouvais plus de La Casa de Papel. Je trouve que ça arrive relativement un peu vite. Le contexte politique m'avait bien été vendu par Mégane, mais je pense que je vais passer mon tour. J'attendrai d'avoir les avis, je verrai ça beaucoup plus tard. Max. Bah écoute, tu le vends bien. En fait, j'étais pas super Ouais, chaud. Là, complètement. ça m'intrigue un peu plus quand même, le fait qu'il y ait plus de fond qu'on l'imaginait. Et vaut mieux ne pas avoir Tu m'as vu fait La Casa changer de d'avis en Papel, 30 ouais. secondes. Hein. J'ai- C'est-à-dire, J'ai commencé à en parler, je me suis dit, hop. Moi, j'ai vu que l'épisode 1 de La Enfin. Casa des Papel, donc en plus. Voilà, vaut mieux ne pas avoir vu La Casa de Papel, comme ça au moins Ouais. c'est tout frais, c'est mieux. Enfin sur Netflix, le retour. Le retour d'une grande série aussi que beaucoup de gens attendent, c'est la saison 3 de Umbrella Academy. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc pareil 10 épisodes et on retrouve les super-héros, 5, Luther, Diego, Klaus, Allison et Vanya qui devient Victor, donc, Oui. qui est le personnage joué par Elliot Page et qui va, son coming out transgenre va être intégré à l'intrigue, donc son personnage devient Victor. Et donc là, ils vont devoir affronter la terrible Sparrow Academy. Donc une académie rivale. Une, Est-ce que une académie rivale, ouais. On est hypé de ce côté. Alors en fait, je dois avouer que je n'ai jamais regardé. D'accord. Joe, C'est dans ma liste depuis très longtemps. Désolée. Alors moi je fais partie des gens qui ont juste lu Umbrella Academy, qui n'ont pas encore plongé à bras le corps dans la série. On m'en a dit du bien, donc il faudra que je reprenne depuis la saison 1. Mais j'ai beaucoup aimé les comics. Donc why not? Ça m'intéresse, mais je ne me suis pas encore plongé dedans. Encore le problème des séries, des trucs Ouais, les qui demandent séries, c'est beaucoup de long. temps et Oui. d'investissement. C'est vrai. La saison 1 était incroyable, la saison 2, par le final, j'ai pas trouvé ça dingo, donc hâte de voir si la saison 3 me permet de revenir dans la hype que j'étais au tout début. Max, Non, mais c'est l'inverse. En fait, je trouve que la saison 1 était très prévisible, la 2 beaucoup mieux, et donc là, j'ai vraiment hâte de voir la 3. on est dans une hype. Du coup, Mégane, en bref. Oh purée. Alors, au cinéma, Black Phone de Scott Derrickson, qui avait fait le premier Doctor Strange, avec Ethan Hawke. Là, on est sur un nouveau film horrifique qui se retrouve. Ça va être plutôt pas mal. Max le conseille, je C'est crois. vraiment bien. C'est dans la ligne de Pareil. Sinister qu'il avait fait. Tu conseilles aussi Ouais, j'ai Parfait. vu pareil. Sur Netflix, le 24 juin, on va retrouver Mr Bean, mais cette fois, ce sera contre une abeille. Donc, Mr. Rowan Bean. Atkinson. Voilà.
Voilà, Seul face à l'abeille en français, Rowan Atkinson dans 10 épisodes de 10 minutes et donc il se retrouve en guerre contre une abeille. Toujours sur Netflix, Queen, le 23 qu'il batte juin, ses c'est enfants. 4 épisodes, c'est une mini-série polonaise qui est centrée sur un tailleur parisien qui est aussi drag queen et qui va devoir retourner dans sa ville natale polonaise pour se confronter à sa fille. Sur Prime Video, on a Chloé, série de 6 épisodes qui sort le 24 juin. C'est une série britannique, donc on aime toujours les séries britanniques. Et donc là, on est sur une jeune femme qui va prendre une nouvelle identité sur Internet pour essayer d'enquêter sur la mort de sa meilleure amie. Et donc elle va prendre l'identité d'une certaine Chloé. Toujours sur Prime Video, Sans limite le 24 juin, c'est une série avec Alvaro Morte qui était donc le professeur dans La Casa des Papel. Comme on se retrouve, il a bien morté. Sarah Gordon. Voilà. Et donc en fait la série est une série faussement historique qui revient sur le voyage épique de Juan Sebastián Elcano et Ferdinand Magellan autour du monde après leur départ d'Espagne, voilà, pour un exploit dont on fête d'ailleurs les 500 ans cette année. Donc voilà, donc c'est une série à moitié historique, à moitié romancée. Sans limite sur Prime Video. Sur France 2, une série qui a commencé hier, que je vous conseille, qui est super, c'est The Tourist avec Jamie Dornan. Vraiment super, c'est un homme qui se réveille dans la pampa australienne après un accident de voiture et en fait il a perdu la mémoire et il va essayer de retrouver qui lui a fait ça. Et c'est trop bien, vraiment génial. Ça a commencé hier sur France 2, il y a eu 3 épisodes de diffusés, il y en a 6 en tout, c'est déjà renouvelé pour une saison 2 sur HBO Max, donc vraiment rematé en replay, c'est trop bien. Sur Apple TV, le 24 juin, on a la série Loot avec Maya Rudolph, une comique que j'aime beaucoup et qui incarne une milliardaire qui va s'enfoncer un peu dans une spirale infernale après la trahison de son mari. Donc là, c'est money, money, money. Voilà. Mais série chouette. Et en VOD, j'ai fait une petite sélection thématique Gérard Depardieu avec Maigret qui sort. Parce que pourquoi pas. Avec Maigret qui sort en VOD le 23 juin et Robuste le 21 juin. C'était un film que j'avais vu à Cannes et qui était super avec Deborah Lokumwena. Et il jouait le film était assez touchant parce qu'il jouait une star de cinéma un peu vieillissante, un peu désabusée et qui va se lier d'amitié avec une jeune femme qui s'appelle Aïssa et qui va jouer un peu sa garde du corps. Voilà, c'était très touchant. Merci beaucoup, Mégane, pour ce sprint de fin d'émission. Je rappelle bien sûr que nos amis de Chronique Fiction, donc un Ulule, si vous voulez les aider à faire arriver sur vos écrans le fameux 3e personnage du Prédicateur. On va vous remettre le lien dans le chat. En attendant, merci beaucoup Joe d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir. En plus, je crois qu'on se revoit dans pas longtemps. Demain. On se revoit demain pour une émission Voilà. de Bowie. Spoiler. Reste dormir ici, c'est dommage. Merci beaucoup Mégane, Merci. Max, Nanix. Un coucou en régie aussi, bien sûr à Paul, à Jérôme, Alfred. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Allociné, l'émission. Tout de suite, c'est le Before et ce soir le React. Et bien, entre les deux, il y a le récap. Bien sûr. Ciao. Voilà. Salut.